je pense qu'il faut pas avoir peur dans un écosystème de laisser la place à chacun. Chacun trouve sa place, chacun grandit et finalement, c'est ça qui nous aide à grandir. Parce que si moi je vois que tu grandis plus vite que moi, je vais me dire: «Bon, il faut que je me secoue un petit peu», donc je vais aussi faire le nécessaire pour grandir aussi et on devient tous très, très grands et c'est comme ça qu'on avance et qu'on va loin. Il y aura pas de meilleur que d'autres, chacun va être un bon coach à sa façon et chacun va trouver son truc qui va lui plaire. Il y en a un qui va être plutôt sur les enfants, l'autre il va plutôt vouloir aller sur la boxe anglaise, l'autre sur le MMA, l'autre sur la compétition, l'autre il est sur la performance, l'autre il est sur la prépa et chacun trouve sa place et c'est comme ça que le MMA grandit. Être débrouillard, c'est avoir confiance en soi et puis avancer. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en présence de Benjamin Sarfati, qui est l'un des cofondateurs d'Ares Fighting. Salut Benjamin, ça va? Salut Guy, salut, salut, salut à tous. Je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Comme on a eu à discuter en off, je m'intéresse beaucoup à cet écosystème de MMA, tout ce qu'il y a autour et ce que c'est en train de devenir petit à petit en francophonie. Mais pas que. Et quoi de mieux que d'avoir, justement l'un des principaux acteurs qui œuvrent, déjà pour, la légalisation de ce sport. Ça reste un sport, c'est important. J'insiste sur le mot sport, en France et aussi, je te propose, Benjamin, peut-être dans un premier temps de te présenter, succinctement. Oui, bah moi c'est voilà Benjamin Sarfati, je suis président du MMA Factory, en même temps hem, cofondateur du Management Factory et du RS Fighting Championships. Yes. Déjà, tu peux nous faire un petit peu, on peut faire un retour un peu sur ton parcours, est-ce que toi, à la base déjà, est-ce que tu es pratiquant? C'est une question que je me suis posée en recherchant un petit peu des trucs Oui, sur oui, toi. oui, moi Je alors t'ai pas moi j'ai un parcours un peu, toujours un passionné d'arts martiaux depuis toujours. J'ai pas du tout emprunté, les mêmes voies classiques. Moi, si tu veux, j'ai, j'ai commencé, les arts martiaux, j'avais 15 ans. J'en ai 46 aujourd'hui. Donc j'avais 15 ans et en fait, un peu de façon, cliché, tu vois? Mais bon, mmh j'habitais, dans une banlieue parisienne, où, c'était pas toujours très bien fréquenté et puis, voilà, un jour, ma mère, a vu qu'il y avait des cours de Krav Maga et elle a dit: «Tiens, savoir se défendre, pourquoi pas? Bah, tiens, je vais t'inscrire». Et là, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'un monsieur formidable qui s'appelle, Richard Douyeb qui a été, qui est toujours en vie bien sûr, mais qui a été, là, il a pris récemment sa retraite, qui a été le président de la Fédération européenne de Krav Maga, la plus grosse fédération au monde de Krav Maga derrière un seul homme, puisqu'il y a plus de 20 000 personnes qui sont, derrière lui et il a, avec beaucoup d'authenticité, de sincérité, de passion et de gentillesse, il a, formé et nous a enseigné, des bases du Krav Maga et comme lui, c'était un ancien champion de boxe américaine, c'était vraiment un athlète, hein. J'aime pas parler au passé parce qu'il est présent, mais comme il est en ce moment, c'est Je un comprends. athlète. Aujourd'hui, il a la soixantaine, hein, donc forcément, il mais bon, quand je l'ai connu, il était en pleine bourre, comme on dit et c'est quelqu'un qui finalement a su, mettre dans son Krav Maga, du pied-point. Donc on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats, beaucoup de pieds-points. On faisait aussi beaucoup de self-défense et toujours avec beaucoup de pragmatisme et de réalisme et vraiment ça m'a beaucoup plu et puis lors de mon parcours, à chaque passage de grade, par exemple, on avait un combat dur obligatoire. Donc on faisait des combats obligatoires où il y avait, pas trop de règles et on faisait des combats à chaque passage de ceinture et Mmh puis, il y a, plusieurs années de ça en arrière, j'ai fait aussi la connaissance d'un autre monsieur vraiment que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cédric Hanad, qui est un ancien champion du monde WACO de kickboxing, qui est toujours mon ami aujourd'hui, avec qui on s'entraîne de temps en temps et on se met sur la gueule, enfin, sur la gueule plutôt, on va dire. Mais et donc j'ai fait avec lui, près de 10 ans de kickboxing comme ça et ça m'a toujours beaucoup plu et puis, toujours dans ma quête de découvrir, bah, je me suis dit: «Bon, il faudrait que j'aille voir un petit peu ce qui se passe dans le sol» et là, j'ai un ami à moi qui m'a dit: «Écoute, tu devrais aller voir Olivier Michael Esco» et donc moi j'aime bien aller à chaque fois,
Ah, dans c'est les aussi endroits où c'est la Mecque, tu vois? C'est the place to be. Donc j'allais à l'autre bout pour voir Cédric, j'allais à l'autre bout pour voir, Richard, et ensuite, j'allais à l'autre bout là pour voir Olivier Michael-Lescaut à Vincennes. Et donc Olivier Michael-Lescaut, lui, m'a appris le sol, et j'ai fait, plusieurs années de jiu-jitsu brésilien. J'ai eu la chance d'avoir un grade de ceinture marron, même si je ne suis pas un très bon pratiquant, mais je suis assez, rigoureux. Les techniques, tu vois, je connais bien. Après j'ai pas la dans la pratique, je reflète pas la valeur de ce grade, mais bon, je l'ai obtenu et j'en suis pas peu fier. Et c'est vrai que, bah, toutes ces disciplines imbriquées, je bah, j'ai eu envie de passer des diplômes à chaque fois, d'être au fait de tout, et donc j'ai eu le plaisir de passer un diplôme qui s'appelle le BPGEPS, et pour accéder au BPGEPS, on passait des BMF, on en passe toujours, et lors du BMF 3, mon formateur, c'était Fernand Lopez. Et donc, tu me waouh! donnes tu me donnes un peu de contexte, Fernand Lopez, pour, ceux qui ne le connaissent pas? Et aussi Fernand Lopez, à cette période, qui il est? Parce que, il y a alors eu des phases forcément. Fernand Lopez, à ce moment-là, le MMA en France, il a monté sa salle il y a pas longtemps, qui s'appelait le CrossFight à l'époque, c'est encore un peu nouveau. Donc c'est un monsieur qui est très connu parce que il a travaillé à la fédération de lutte, il a travaillé à la fédération des sports de contact, c'est lui qui a lancé beaucoup de formations. En même temps, hem, il est et il a fait partie des pionniers du MMA, et donc voilà, je tombe sur lui, et là, c'est le coup de foudre. La formation, la pédagogie, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer, Richard, ça a été le coup de foudre dans le Krav Maga, et Fernand, ça a été le coup de foudre de l'apothéose, quoi. J'arrive et il arrive à rendre tout simple. Les mots, les gestes, tout, et je passe le BMF, à la fin du BMF, je lui dis: «Écoute, est-ce que je peux avoir ta carte de visite?» Et c'était vraiment un bonheur. Il me donne sa carte de visite, et puis un an s'écoule parce que, la vie fait que j'ai pas eu le temps avant, et puis ça me trotte, ça me trotte, ça me trotte, et au bout d'un an, je l'appelle. Fernand, Benjamin, tu te rappelles de moi? Donc lui, il fait semblant de se rappeler de moi, toujours très poli et très bien élevé. C'est un monsieur vraiment, très, c'est un monsieur très, très poli, très bien élevé, Ouais. très cultivé, très intelligent, très smart, et donc il me dit: «Oui, bien sûr, je me rappelle très bien et tout». Moi, je suis content, mais je sais qu'il ne me rappelle pas du tout de moi. Et là, je lui dis: «Écoute, je veux faire du MMA. J'ai gardé un trop bon souvenir de tes échanges. Est-ce que tu veux bien, me donner des cours particuliers de MMA et m'entraîner au MMA?» Il me dit: «OK». À l'époque, j'avais la chance, c'est que, il donnait encore quelques cours particuliers malgré son emploi du temps débordant, et donc, et là, il a fait la pire erreur, de sa vie. C'est que j'aimais tellement ça, que je voulais prendre des cours tous les jours avec lui. Je le harcelais: «OK, on se voit quand? On se voit quand?» Et je le harcelais. Je pense qu'à la fin, il devait plus me supporter, il me voyait plus que sa femme, c'est pas possible. Je le harcelais, le harcelais, le harcelais, et j'adorais ça, j'adorais ça, j'adorais ça, et puis petit à petit, bah, il me présentait aux combattants, voilà: «Je te présente un élève à moi, machin, tiens, viens tourner avec lui». Donc de temps en temps, j'avais le plaisir de me faire casser la gueule par quelques pros et tout, et puis jusqu'au jour où il me dit: «Ben, viens, viens, mélange-toi à notre groupe». Je dis: «Mais non, laisse tomber, je suis un vieux maintenant, j'ai 40 ans bientôt». Enfin, j'en avais, je sais plus, Mais 38, toi, c'était 39. vraiment pour, l'amour du sport, il y avait pas un objectif de compète derrière? Moi, j'avais, 20 années de frustration parce que même si j'ai fait des combats en Krav Maga, si tu veux, j'avais envie d'un peu de compétition, j'avais envie de ça, quoi. Vraiment, ça me démangeait. Maintenant, bientôt, je sais plus, je crois à l'époque 38 ou 39 ans, tu vois? J'avais pas de carrière possible, quoi, tu vois? Donc moi, c'était plus, un test, qu'autre chose. Et puis, il me dit: «Bon, tu as quand même 20 ans d'arts martiaux derrière toi, viens, viens, intègre le cours pro, tu verras, c'est sûr, ça sera dur, mais tu es pas ridicule, tu as pas un niveau dégueulasse, bon, c'est pas on sait que tu as pas une carrière, devant toi, enfin, elle est plutôt derrière toi, mais viens». Et donc il m'a autorisé à participer, heu, au cours pro de MMA,
et j'étais tellement amoureux que je ratais pas un cours, donc si tu veux, à chaque cours, je rentrais la gueule tuméfiée tellement c'était dur parce que les mecs, c'est des bêtes, c'est des athlètes, c'est C'était vraiment. quoi, les profils à cette époque-là, qu'on retrouvait qui Écoute, vraiment de tout, et c'est ce qui m'a plu au MMA toutes Factory. catégories, confondues, Il y j'imagine? avait de tout. Il y avait de tout, mais moi, la seule chose que je retenais, c'est que sur le tapis, il y avait pas de différence. Sur le tapis, il y avait de la bienveillance, tout le monde rigolait, tout le monde s'amusait. Par contre, quand c'était le round et ça castagnait, tu vois? Et voilà, et donc je me rappelle encore de mon premier sparring, tu vois? Quand je suis arrivé, mon premier cours pro, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était vraiment un moment pour moi, quoi, et c'était drôle parce que, le 1er sparring que je fais, je le fais avec Teddy Violet. C'est un C'est un mec adorable, c'est un gitan, adorable, qui adore la castagne, et donc c'était mon 1er sparring, et donc le premier round, on fait un petit truc un peu sympa, un peu léger, tout ça, et donc moi je le touche deux trois fois, donc je me dis: «C'est bon, ça y est, j'arrive chez les pros, tac tac», je me voyais déjà arriver, et donc le round d'après, il commence à dire, Lopez dit: «C'est full MMA», et il y a Teddy Violet qui dit: «Hey les Benjamin, allez viens, 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 on remet ça», donc je savais que ça lui avait pas trop plu finalement, que j'avais un peu fanfaronné sur le round d'avant, et là, il me déboîte. Mais genre, je vis les 5 minutes les pires de ma vie. J'ai cru que j'étais en enfer, et il y a Lopez qui me dit: «Hey, tu crois que je vais arrêter? Tu fou toi, tu te relèves, tu combats, tu vas jusqu'au bout», et moi, j'en pouvais plus, et c'est vrai que c'était, un un vrai supplice, mais tu vois, j'y suis resté, j'ai adoré ça, et Teddy, qui a combattu sur le dernier arrêt il y a pas longtemps, Mmh. qui faisait son comeback. On s'est rappelé de cette anecdote il y a un mois, et on a tourné ensemble il y a un mois pour s'amuser, et tu vois, 5 ans après, on tourne ensemble. Il a toujours la même fougue, moi je ça m'amuse toujours, et voilà, j'ai pas de prétention, tu vois? Je sais que j'aurai pas leur niveau, moi j'ai rien à prouver, j'y vais juste pour le plaisir, et c'est ça qui me plaît, mais en même temps, je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à avoir leur respect. C'est-à-dire que quand tu rentres dans cette cage avec eux et que tu t'entraînes avec eux et que tu tournes avec eux, bah, peu importe l'issue, je sais qu'ils sont plus forts que moi, mais il y a le respect. Il y a le respect et il y a la connaissance. C'est-à-dire qu'ils se disent: «Bon, bah, le mec, il vient pas d'arriver, il se prend pour je sais pas quoi, et il va me coacher, il va m'emmener», tu vois? Non, il y a ça m'a beaucoup aidé en tout cas à me faire respecter. Parce que du coup, je reviens sur l'histoire. Mmh. Au bout d'un moment, je viens dans les cours pro, au bout d'un moment, bah, Fernand, il me dit: «Qu'est-ce qu'on fait? On combat? Qu'est-ce qu'on fait?» Moi, je dis: «Ouais, j'aimerais bien combattre». Bon là, à l'époque, j'étais déjà, jeune marié. Ma femme, elle est arrivée, elle a mis veto direct, elle a dit: «Bon, tu arrêtes tes conneries, tu as 40 piges, c'est bon, tu as un boulot, tu vas pas passer 3 mois sans travailler pour perdre le poids, t'entraîner, machin, revenir avec un œil comme ça, peut-être une jambe cassée ou va savoir». Elle m'a dit: «Bon, arrête tes conneries». Finalement, je crois qu'à l'époque, on avait eu envie de quelque chose. Je sais plus si ça s'était fait, pas fait, annulé. Je sais que bon, il y a pas eu de combat, et j'ai dit à Fernand: «Écoute, bon, à défaut de combattre». Ah oui, non, je me rappelle, en fait, le médecin m'avait pas donné d'autorisation parce qu'en fait, j'ai fait des décollements de rétine aux yeux avec tous les coups que j'avais pris, et comme j'ai Ah un peu de ouais. myopie, j'avais fait des décollements de rétine, et du coup, au fond d'œil, j'étais pas passé. Bon, et après, du coup, j'avais pas envie de mentir, de mettre un de j'avais pas envie de mentir, ma femme, si tu veux, ça la dérangeait que je le fasse sans un accord, vraiment franc du médecin. Elle m'a dit: «Écoute, tu peux pas mettre ta santé en danger pour ça, quoi. Tu aurais 25 ans, tu serais en début de carrière, je comprendrais, mais là, tu as rien à prouver, laisse tomber». Donc du coup, on a laissé tomber, et j'ai demandé à Fernand si je pouvais être coach, et il m'a dit: «OK, avec plaisir», et là, il m'a formé. Il m'a aidé à devenir coach, et à me faire passer des nouveaux diplômes, et à et à m'apprendre un peu, tout le métier de coaching. C'est différent, de ce enfin, des cours pour coach et des coachs qui, donnent des cours à des combattants, c'est quoi Bah, le la subtilité, c'est que, bien sûr, déjà, bon, un coach, c'est un coach, il connaît les techniques, il sait, donc il faut d'abord avoir des connaissances techniques. Bon, ça, il y a pas de souci, dans les 2 cas, tu l'as. La différence, c'est que là, il faut y apporter, hem, une dimension, un peu psychologique. C'est-à-dire qu'un combattant,
au pendant la semaine ou les 3 4 jours avant de combattre, c'est vraiment un enfant qui met sa vie entre tes mains. C'est-à-dire que tu lui dis: «Mange pas ci, mange pas ça, bois ci ou bois ça», il va t'écouter religieusement. Quand tu vas lui faire les bandages, quand tu vas, lui donner à boire, quand tu vas lui mettre les gants, quand tu vas le faire rentrer dans la cage, il a un espèce de moment où vraiment il y a une vraie proximité, il se confie complètement à toi et il a besoin de toi, il se repose sur toi, tu vois? C'est-à-dire que c'est, heu, c'est le vrai copilote, quoi. C'est-à-dire qu'OK, le mec il conduit, mais celui d'à côté, s'il lui dit pas, «Virage à droite dans 100 mètres», bah, il va aller dans le mur. Donc si tu veux, quand le gars, c'est lui qui combat, c'est lui qui rentre dans la cage, mais le copilote, le coach a une dimension et une valeur vraiment importante à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose supplémentaire, on va dire, bah, qui s'apprend. Il y a rien d'exceptionnel à ça, mais ça s'apprend. Mais c'est vrai que c'est pas aussi simple que de donner un cours comme tu donnes un cours, collectif ou que tu donnes un cours général, tu vois? Là, c'est vraiment, il faut, comprendre ses angoisses. Il faut les porter. Il ne faut pas lui renvoyer, tu vois? Il faut essayer au contraire de l'apaiser. Donc il faut, voilà, il y a un petit peu de psychologie et en même temps de de la bienveillance, et surtout, beaucoup de complicité, tu vois? Donc, voilà, c'est quelque chose qui se crée, et c'est un lien qui est assez agréable. Moi, aujourd'hui, tous les gars que j'ai accompagnés en combat, j'ai des liens avec eux très particuliers. Yes. On va revenir sur cette phase, de coaching. Je te propose qu'on revienne encore un petit peu derrière. Tu as dit que tu avais ta femme qui te disait: «Hey, là, tu as déjà, 40 piges, tu en boulot», ça veut dire, à l'époque, tu vivais pas, juste de cette activité, sportive, à côté, tu avais un boulot normal et c'était un truc une activité supplémentaire que tu faisais pour, à titre personnel, si je comprends bien? C'est ça. Moi, à la base, ma formation, je suis opticien. Donc je fais des Ah ouais, lunettes. en plus? Moi, je suis ma formation de base, je suis opticien. Ouais. Mais j'ai toujours fait du sport et des arts martiaux et très tôt, hem, j'ai, hem, j'ai monté des clubs de Krav Maga et donc heu j'ai pas fait des clubs, des grands clubs pignon sur rue. Mmh. J'ai, j'ai eu l'opportunité, par mes connaissances, d'avoir, des créneaux par les mairies. Tu sais que les infrastructures sportives, dans les mairies, sont aujourd'hui, louées à certaines associations à des prix très intéressants et du coup, Mmh. moi, j'avais monté une association sportive et j'ai commencé à donner des cours de Krav Maga. Voilà, donc j'avais mon travail et en même temps, je donnais des cours de Krav Maga et puis ça marchait OK. tellement bien que, bah, j'ai eu d'autres créneaux dans une autre mairie, puis d'autres créneaux, puis d'autres créneaux, puis j'ai commencé à en avoir de plus en plus et puis là, vraiment, les arts martiaux sont devenus quand même, un une passion, un plaisir, un loisir, mais c'est devenu un deuxième métier, tu vois? Donc je faisais les 2 en même temps. Donc je donnais des cours le soir, la journée je faisais, l'optique et le soir je donnais des cours et puis, de Tu as eu fil des en moments de aiguille. doute comme ça où, tu te dis: «Bah, peut-être faudrait que je sois à 100 dans le fighting»? Ouais, c'est même pas des doutes, tu sais? C'est qu'au bout d'un moment, tu te dis, bah, finalement, est-ce que je peux vivre de ma passion? Est-ce que j'en ai la possibilité? Et puis voilà, donc et puis toutes ces belles rencontres que j'ai pu faire m'ont permis aussi à chaque fois d'aller un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus dans le sport et mmh et vraiment, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des bonnes personnes et des personnes bienveillantes et des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, qui m'ont poussé et voilà. Aujourd'hui, je ne serais absolument pas là sans Fernand, on va pas se mentir. C'est sûr que, au début, c'est parti, tu vois, sur un rapport purement, business, hein. Moi, j'étais son élève, c'était mon prof et c'est tout. Mais, mais c'est vrai que de là, on a tissé, des liens, et et ensuite sa confiance, vers moi m'a permis d'aller plus loin avec lui. Yes. Donc, on revient sur cette phase de coaching. Lorsque tu proposes de devenir coach, j'imagine qu'il y avait pas encore une idée d'association derrière. C'était juste, bah, une sorte de une personne qui allait le seconder, pour, le suivi de ses élèves en fighting? Ah oui, tout à fait, il y avait absolument rien derrière ça, enfin après attention, hein, Fernand c'est un personnage, hein. Il est très fort. Il est très intelligent surtout. Il est très, très fort. Il est très intelligent, mais surtout, il a un bon feeling des gens.
Donc il arrive tout de suite à déceler les gens s'ils sont bienveillants, malveillants, bien ou mal intentionnés, s'ils ont du potentiel, pas de potentiel. Et je pense qu'il a dû, déceler chez moi des bonnes valeurs. C'est-à-dire que, Fernand, a une qualité qui est qui a parfois beaucoup de défauts. C'est qu'il est tellement loyal, il est tellement, hem, dans la dans la dans la loyauté, dans la fidélité, dans l'amour et dans le travail, qu'il il en devient très vite exclusif, tu vois? Et donc c'est enfin pas exclusif, disons que il a un niveau de loyauté extrême. Si tu es mon ami et que je te présente Fernand, Fernand ne viendra jamais t'appeler en direct. Parce que il aura l'impression qu'il me passe par devant pour venir devenir ami avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais, qu'il je comprends très a bien. ce respect des liens, des liens de connexion, de la chronologie des connexions et il ira jamais, bypasser quelqu'un, tu vois? Donc c'est quelqu'un qui est donc, pourquoi je te dis ça? Parce que quand, il il quand il décèle des qualités chez toi, il sait très bien voir un petit peu si tu as les bonnes qualités ou pas et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement loyal et ça, c'est des qualités qui nous ont tout de suite réunis. C'est-à-dire, j'ai jamais fait, un pas de travers ou j'ai jamais essayé de faire quoi que ce soit. J'ai toujours été, très carré et je pense que ça déjà, c'est notre qualité première qui nous a réunis et puis après, bah, au fil du temps, peut-être que, il a décelé chez moi des qualités et des valeurs qui pouvaient être utiles dans le coaching et puis ensuite, comme je suis assez carré, assez organisé aussi, bah, dans le travail, c'est toujours bien et voilà comment petit à petit les choses sont arrivées. Mais oui, au début, j'étais un coach lambda comme il y a beaucoup de coachs lambda à la salle, hein, enfin et quand je dis lambda, c'est absolument pas péjoratif. Ce que je veux dire par Mmh. là, c'est que Pas notre plus que métier ça. aujourd'hui, c'est de former des coachs et de transmettre pour qu'eux, bah, deviennent de plus en plus, grands en si je puis dire, ou de plus en plus expérimentés pour que derrière peut-être ils volent de leurs propres ailes et ainsi de suite, tu vois? On n'a pas, vocation à garder les gens, à les étouffer, à les garder, un peu comme une mainmise, pas du tout. Nous, ce qu'on aime, c'est transmettre. On apprend tout sans limite et et les gens peuvent grandir autour de nous et jusqu'au jour où ils ont envie de voler de leurs propres ailes, tu vois? Donc voilà comment ça s'est fait donc nullement, il y avait rien, en tout cas pas dans ma tête, mais comme je te disais, peut-être dans la sienne il a peut-être pu déceler des choses en moi, j'en sais rien, mais en tout cas, au tout début, non, il y avait rien du tout. Yes. Hem, Toi, est-ce qu'il y a une évolution dans tout ça, dans cette pratique du coaching? Est-ce qu'il y a des étapes comme ça qui ont fait qu'au fur et à mesure, bah, tu vas nous expliquer justement, le point de bascule, le tipping point où, vous décidez concrètement de je sais pas si vous avez recommencé justement, de zéro ou vous êtes parti de l'acquis puisqu'il avait déjà une salle qui avait, Oui. sa propre marque, qui avait, son Mmh, propre, branding, sa notoriété? non, alors Fernand a quand même tout bâti, il a tout fait. Moi, je suis une personne qui suis arrivé à un moment où hem il était peut-être isolé sur ce grand bateau et ce grand navire qui devait avancer avec, trop de choses à gérer, notamment sur la partie administrative qui n'est pas son fort, il faut le dire. Lui, il est très, très brillant dans la partie, sportive, il est dans le futur déjà, tu vois? Il sait comment faire évoluer un athlète, il a vraiment, énormément d'expertise sur ça et c'est vrai que donc, moi, je suis arrivé à ce moment-là où, bah, ça marche bien, mais en même temps, il est noyé parce que, trop de charges sur ses épaules et trop de multiplicité de tâches qu'il ne pouvait pas effectuer. Donc quand tu mets un peu de côté l'administratif, bah, très, très vite l'administratif te repasse dessus. Donc au début, voilà, donc moi on n'est pas reparti de zéro. Il m'a dit: «Voilà, j'ai besoin, le MMA Factory est une association, est-ce que tu veux bien reprendre la présidence et remettre de l'ordre? Voilà, s'il te plaît, j'en Ah, ai le bien besoin». MMA Factory était déjà créé en fait avant avant que tu n Absolument, OK, d'accord, absolument, absolument. d'accord, et tu peux Mais nous dire en quelques mots, déjà, c'est quoi le l'association MMA Factory? Et alors
MM Factory, c'est un nom, c'est une marque, mais c'est avant tout, une salle de sport dans laquelle on y enseigne, du MMA, du Krav Maga, du Muay Thai, du grappling, de la lutte, pour les enfants, pour tout le monde. Enfin voilà, on et donc on a aussi une cellule pro, MMA pro. Voilà, donc c'est avant tout heu, une salle de sport. Yes. Voilà. Donc, tu est-ce que tu es toujours coach au moment où tu reprends, la présidence de cette association-là? Tout à fait. OK. En fait, ce qui moi était important pour moi, c'est que je puisse continuer ma passion. Donc Mmh. je deviens président, mais je continue toujours à me faire tabasser, régulièrement au cours pro et je continue toujours à coacher. Voilà, c'est juste que, j'ai une fonction supplémentaire, Mmh. mais la vie change pas à la salle, quoi. Rien ne change, quoi. Enfin, rien n'a changé si ce n'est que, bah, je fais partie maintenant des cadres dirigeants et finalement, la façon dont ça s'est fait, c'est mieux parce que j'ai pas été parachuté comme ça, sorti de nulle part. J'ai d'abord été, un adhérent qui finalement, a participé, aux cours pro, donc qui s'est rapproché de combattants, qui les a coachés, qui les a accompagnés, donc j'ai pu aussi, devenir, crédible, une personne respectée parce que, sportivement, mais aussi de façon, en tant que coach, j'ai commencé à être respecté, donc après, quand j'ai pris une nouvelle fonction administrative, il y a pas eu de problème, tu vois? Parce que, Mmh. bah, c'est toujours difficile de se faire, j'aime pas le mot diriger parce que c'est pas le terme, mais c'est pas toujours évident, heu, d'avoir un référent administratif qui donc est susceptible de pouvoir te faire une remontrance si, tu pas venu donner ton cours ou si tu étais pas à l'heure ou si tu as pas fait ci ou si tu as pas fait ça. C'est toujours très difficile. Déjà, on est dans un milieu, très orgueilleux avec beaucoup d'ego, dans un milieu à Beaucoup de 80 testostérone. à 80 masculin, avec beaucoup de testostérone, tu vois? Donc c'est pas toujours facile. Donc je pense que la façon dont ça s'est fait m'a beaucoup aidé parce que ça m'a facilité, mes rapports humains avec les gens que je connaissais déjà. J'étais déjà respecté. Puis quand tu accompagnes des combattants, comme je te le disais en tant que coach, la relation que tu crées avec ce combattant restera toujours une relation un peu comme si tu étais, un grand frère, tu vois, un père, enfin, tu vois, tu viens avec tellement de bienveillance, tu partages tellement de choses, voire ta vie privée avec cette personne qu'il y a un lien qui disparaîtra plus, tu vois? Et c'est vrai que, bon, moi, le fait déjà que je sois plus âgé qu'eux, souvent je les appelle, mes petits ou tu vois, ou fiston ou tu vois? C'est pas péjoratif, mais c'est parce que j'ai toujours cet œil un peu bienveillant. Donc quand je suis arrivé finalement, avec ce rôle administratif, ça a pas été, j'ai pas senti de d'animosité particulière parce que j'avais déjà ce lien un peu paternel, un peu grand frère, un peu protecteur avec eux. Donc bon, je suis devenu juste un référent administratif qui de temps en temps, bah, met un peu d'ordre quand ça va pas, quoi, tu vois? Mais c'était pas ça a pas été compliqué. Donc ça s'est plutôt bien fait dans la Mmh. chronologie des choses. Yes. C'était quoi la situation, le contexte? C'était le bordel lorsque tu reprends la présidence? Est-ce que, il y a des trucs c'était vraiment, Non, on peut pas dire que c'était le bordel parce que c'est quand même c'est quand même une entité qui est belle et qui a toujours fonctionné et qui aurait fonctionné sans moi en vrai et qui continuerait à fonctionner sans moi. Je suis pas un génie, j'ai rien fait de particulier. La seule chose, c'est que il y avait trop de charges pour un seul homme. Vraiment, trop de charges et au bout d'un moment, tu peux être aussi doué que tu veux, tu peux plus. Enfin, tu vois, les épaules sont trop lourdes, quoi. Quand, à l'époque, Fernand, il accompagnait quasiment, tous les combattants, donc tous les week-ends, il était de sortie pour aller en compétition. Il donnait quasiment tous les cours, donc tous les jours, il donnait des cours toute la journée à la salle. Bon, bah, au bout d'un moment, tu peux plus, tu peux plus. Donc, tu reçois, 2-3 courriers de retard, tu reçois deux trois trucs, tu pas géré ci, les inscriptions, bah, tu gères pas si vraiment tout le monde est bien inscrit parce que tu as pas le temps, bah, tu as peut-être quelques personnes qui sont pas à jour de leur cotisation, pas forcément de façon, délibérée ou malveillante, juste, bon, mmh, bah, ils sont pas à jour. Sauf que à côté de ça, bah, faut que ça tourne, tu vois? Il y a une réalité économique, il faut qu'elle soit remplie. Donc, bah, voilà, tout ça sur un seul homme, c'est aussi doué soit-il, c'était compliqué. Donc moi, je suis juste venu amener un renfort et le décharger sur une partie, quoi, c'est tout. Donc y a pas de souci. c'était pas Bagdad, c'était pas le chantier, c'était pas non, c'était juste, une per la personne était vraiment dépassée et surmenée
par toutes ces choses, voilà. Donc ça nous a permis de rééquilibrer, lui de se décharger un peu et bon, bah, ça on a pu avancer beaucoup plus vite parce que, bah, on est, on est surtout, on est surtout plus fort et donc on peut avancer, de façon plus sereine. Yes. Avant qu'on ne passe sur, la création du, management, factory, je voulais que tu j'ai une question, enfin, je voulais pas te couper avant, c'était de savoir, ben, au moment où tu es à fond dans le Krav Maga et tout, est-ce que tu as déjà entendu parler du MMA? Tu sais que cette activité existe, toi étant un résident, français, francophone et pas forcément, connecté à ce truc, Oui, tu sais, quand tu aimes les arts martiaux, à 20 ans, c'est-à-dire que moi je te parle de ça il y a 20 ans déjà, tu vois? Mmh. C'est une niche les arts martiaux. Aujourd'hui, enfin, le temps a fait que, bah, ça devient de plus en plus, populaire, de plus en plus connu, de plus en plus répandu. Alors je dis pas qu'à l'époque c'était, mais quand tu pratiques les arts martiaux, bah, tu t'intéresses un petit peu à tout ce qui se fait, tu vois? Donc moi je regardais les vieux UFC de l'époque et je voyais les Ken Shamrock et et les Tito Ortiz et tout ça, c'était ça, c'était ma génération, quoi, tu vois? Je regardais ça déjà, mais je regardais, je m'y intéressais, mais c'est tout. Il y avait pas j'avais pas de velléité particulière sur cet art martial, quoi, tu vois? Qui à l'époque était en plus, pas aussi bien Interdite? encadré qu'aujourd'hui, donc je regardais ça, mais pour moi, c'était de la folie, quoi, tu vois? C'était des trucs un peu dingues, quoi. J'étais encore, j'étais encore, tu vois, Mike Tyson, quoi. Je regardais Mike Tyson, quoi. C'était ça, quoi. Après, l'Ultimate, comme ça s'appelait à l'époque, l'Ultimate Fighting, enfin, ça s'appelle toujours l'UFC, bah, c'était autre chose, quoi. C'était un peu le truc un peu obscur, donc je regardais, mais j'étais pas plus que ça, quoi. Surtout, c'était interdit, en France. Ah oui, non, bah, de toute façon, ça a été légalisé en janvier 2020, donc ça a été interdit pendant longtemps, tu vois? Mais, Ça mais se c'est vrai que pratiquait quand même de façon, oui. clandestine? En fait, c'était pas clandestin, hein. Le problème en France, c'était pas interdit de le pratiquer. C'était juste interdit Faire des de de compètes de faire des officielles? compétitions. Mais, ça a toujours existé, ça s'est toujours enseigné, hein. On faisait du pancrace, il y a toujours eu des compétitions de pancrace, hein. La différence avec le pancrace, c'est quoi? C'est juste qu'il y a pas les frappes au sol, mais sinon, le pancrace plus des frappes, c'est du MMA, donc si tu veux, on en a toujours fait. Yes. Donc, pour revenir sur le Management Factory, déjà, est-ce que tu peux préciser si c'est une association ou c'est une autre, forme juridique? Et aussi, le contexte dans lequel vous créez, cela? J'imagine que là, tu fais, partie aussi des cofondateurs. Alors là, à ce moment-là, hem, Fernand, me dit: «Écoute, les combattants qu'on accompagne et tout, il faut peut-être qu'on commence à mettre des contrats parce que c'est vrai qu'on les manage, on les place dans des organisations. Aujourd'hui, c'est ce qui se pratique. Il faut quand même qu'on puisse leur faire un contrat pour contractualiser que nous sommes ces managers, qu'on on gère leur image, qu'on leur trouve des combats et tatati et tatata. Bon, bah, pour faire ça, on est obligé de faire une société. Donc, on a créé une société de management où on est tous les deux, qui nous permet en fait d'encadrer et de faire les choses un peu plus, de façon plus correcte, hein, tout simplement parce que tu peux pas aujourd'hui, représenter une personne si tu as pas eu son autorisation, donc c'est quand même assez délicat. Donc c'était bien de pouvoir, contractualiser tout ça. Donc pour ça, quoi de mieux que de faire une société? Donc on a décidé de créer le Management Factory. Et c'est quand est-ce que vous créez, le Management Factory? 2017. 2017. Mais est-ce que tu te souviens, du point, vraiment de bascule? Est-ce qu'il y a eu peut-être, je sais pas, des déceptions, des personnes qui ne vous reconnaissaient pas comme, je sais pas, Toi, tu les veux des managers dossiers, toi. officiels? Ouais, je Toi, tu veux des creusais. dossiers, toi. Ouais, Il y parce aura que pas de dossier. sinon sinon, bon, on n'est Mais pas obligé de citer des noms, mais c'est juste pour voir dans quel contexte est-ce que, parce que ça non, s mais c'est évident que si tu veux, bon, c'est on va pas mettre un couteau sous la gorge aux combattants si demain ils décident de partir. Mais c'est vrai que imagine imagine que tu as un petit bout de terre, que tu le cultives, que tu le protèges, que tu le chérisses, que tu fasses ce qu'il faut et puis que, un jour quand ça commence à pousser, on vient, on t'enlève toute la récolte. Tu serais dégoûté et on te dira: «Bah oui, mais prouve-moi que c'est toi le propriétaire de la terre».
Ah ouais, j'ai pas d'acte de propriété, j'ai vu ce bout de terrain, il et non, et ben, c'est un peu pareil si tu veux, quand tu as un combattant, que tu t'occupes de lui, que tu l'entraînes, que tu lui trouves, des combats, que de temps en temps tu lui trouves des sponsors, que forcément, c'est du temps. Le temps qu'on investit pour un combattant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut pas voir, le gars qui combat et ça ramène des sous. Faut voir que la première année, il va combattre pour combien? Il va combattre pour des peanuts, pour pas grand-chose. Donc on passe du temps, on le place dans des compétitions, il faut gérer, toute la partie administrative, les contrats, le médical, il faut l'entraîner, faire la stratégie, faire le game plan, faire tout ce qui va bien. Il faut l'accompagner, il va combattre. Le pauvre, il combat, pour, 1 000 €. Le gars, il va te donner sur 1 000 € 10-15, donc il va te donner 150 €. Est-ce que tu crois vraiment que 150 €, tu as rentabilisé les 2 mois de préparation que tu as fait avec lui? Est-ce que tu penses que tu as rentabilisé, tout ce temps que tu as passé, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as enfin, souvent, il faut aussi, faire attention à gérer, leurs réseaux sociaux, leurs machins, enfin, Leur c'est vraiment image. du temps. Ouais. Donc, si tu veux, tu gagnes pas beaucoup déjà, mais alors, si tu fais ça pour zéro. La passion, c'est bien, mais il faut un minimum, tu vois? Puis même, c'est comme ça, c'est dans le foot, il y a des agents de joueurs, il faut encadrer tout ça, il faut que ce soit, bien fait. Déjà, tu le fais encore mieux quand tu as de la reconnaissance parce que au moins les gens respectent le travail que tu fais, ils sont reconnaissants de ce que tu fais et donc c'est ça. Donc si tu veux, sans contrat, bah, oui, je vais pas te mentir, oui, ça nous est arrivé. Tu travailles pour une personne et puis, bah, la personne, finalement, quand, l'argent arrive sur son compte, bah, je m'en vais. Oui, ça arrive. Au bout d'un moment, il faut juste se professionnaliser, il faut se dire que, OK, il faut être carré, il faut être pro. C'est rassurant pour le combattant parce qu'il sait qu'il y a un contrat et ce contrat fait que nous aussi, on a des engagements dans ce contrat. On n'est pas là pour, pour cadenasser, pour verrouiller ou pour, kidnapper un combattant. Au contraire, on est là pour que les 2 parties puissent s'entendre au mieux et que les 2 on fasse bien notre travail avec une pleine association quoi, tout simplement et pour qu'il y ait une association, il faut que quelque chose nous unisse, donc un contrat. Yes. Donc, du coup, s'il faut revenir un peu sur l'exemple que tu as pris, lorsque vous êtes déjà lié, de façon juridique avec un combattant via ce contrat, heu, comment est-ce que ça se passe si demain, la personne veut changer, de team ou alors, Alors, nous aujourd'hui, on fait des contrats de 3 ans OK, parce que, comme je te l'ai dit, la première année, tu vas pas gagner d'argent. Tu vas m'en coûter plus que tu m'en auras rapporté. Parce que moi, je dépense beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour, et parfois même de l'argent, parce que nous aussi des fois c'est on des plans de investit. carrière, vous dessinez des plans de carrière, c'est pas juste, Voilà, donc si tu veux, la première année, tu me coûtes. La deuxième année, du tu break-even. commences tu commences déjà à si la carrière s'est bien passée, si on a fait des victoires, si on est bien. La deuxième année, tu commences à à briller, à prendre un peu plus d'exposition. On est sur une pente montante. La troisième année, si tout va toujours bien, c'est normalement l'année de la récolte. Donc c'est pour ça que je compare ça à une terre. Tu prends une terre brute en friche, elle va pas te donner un arbre ou des fruits la première année. Tu vois ce que je veux dire? Il faut Mmh. d'abord la labourer, il faut d'abord la cultiver, ensuite il faut l'arroser et puis ensuite on va commencer à semer et petit à petit, la première année, elle va rien te donner. La terre, elle va rester vierge, mais tu lui as donné des bases saines, tu l'as, bien, tu as fait tout ce qu'il faut pour qu'elle produise. La deuxième année, ça commence à pousser, la troisième année, c'est la récolte. Donc nous, on part du postulat qu'un contrat de 3 ans, si on sait que la récolte sera que sur la troisième année, ça n'a pas de sens de faire des contrats d'un an. Parce que tu dépenses beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, au bout d'un an, la personne s'en va, alors qu'on est en train d'amorcer la phase de récolte. Et quand je dis récolte, je ne parle pas de moi, je parle de lui, du combattant. Même pour lui, il faut qu'il comprenne que sa carrière, elle va pas se faire en un an. Sa carrière, elle va voilà comment ça va se faire. Donc il faut aussi accepter que,
il y a une construction de carrière. C'est pareil dans le foot, hein. Tu démarres dans un centre de formation, bah, tu vas démarrer au début dans un espoir ou en junior ou dans un plus petit club et puis petit à petit, tu vas monter. C'est la même chose. Il faut prendre le temps de construire la carrière. Donc, si tu veux, au bout de 3 ans, la personne est libre de ne pas renouveler son contrat ou de renouveler son contrat. Toujours sur 3 ans et où là, ça va diminuer un petit peu. Après, c'est de la négociation interne. OK, ça c'est C'est-à-dire entre que, 2 parties. tu peux pas imposer, Mbappé de signer pour 5 ans. Quand il est en début de carrière, tu lui dis: «OK, je te signe au PSG, je te prends pour 4 ans», il va signer parce qu'il se dit: «Ouah, c'est le PSG, c'est 4 ans», mais au bout de 4 ans, c'est une star mondiale. Il se dit peut-être qu'il va signer que des contrats d'1 an renouvelables. Bah, c'est pareil, tout se négocie. Tout se négocie et libre à chacun de refuser ou de pas refuser. Après, moi j'aime garder des cycles, heu, de 3 ans parce que je trouve qu'une période triennale, c'est des bons cycles parce qu'on amorce un nouveau cycle. Imaginons que les 3 premiers cycles, tu fait, 1 année rien, deuxième année début de récolte, troisième année récolte, on va attaquer un deuxième cycle et ce deuxième cycle-là, là, on va monter, on va passer vraiment dans l'élite de la starification. Donc là, on va commencer à OK, on va attaquer tes réseaux sociaux, on va commencer vraiment à les constituer de façon différente parce que là, tu es passé de là, tu es arrivé ici. Là, il faut qu'on passe au next step. Comment on passe du next step? Là, il faut qu'on mette toute une armada avec des réseaux sociaux, avec un community manager, avec, des sponsors, avec des activations, avec, de te placer dans des ligues importantes, ne pas accepter des combats qui n'ont pas d'intérêt et là, ça devient vraiment des choses encore plus précises et minutieuses et on rentre encore dans un cycle. Donc moi, voilà, c'est des cycles de 3 ans, il ne faut pas croire que ça marche tout de suite en un claquement de doigts. C'est du temps, ça prend du temps. Il faut prendre le temps de mais une fois encore, demain, tu as, une grosse star qui vient et qui te dit, «Moi, je veux, venir chez toi, je signe que pour 1 an», bah, peut-être que je dirais oui, peut-être que je dirais non. Ça dépend de la personne, ça dépend du profil, ça dépend où on en est, ça dépend où il en est de sa carrière, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, après on fait du à la carte. Yes. Lorsqu'on regarde un peu de près ce que vous faites, bah, ça il y a quand même, une réelle efficacité dans l'exécution. Mais pourtant dans le background, je sais pas, peut-être pour, Fernand ou pour toi, ça se voit. Est-ce que c'est des trucs que vous avez eu à faire par le passé? Parce qu'il y a une chose de gérer des associations, mais c'est une autre chose de gérer c'est du business, c'est une vraie entreprise avec des salariés, avec, des bilans, et des objectifs de résultats, à avoir à la fin. Comment est-ce que, vous vous formez en parallèle? Comment est-ce que vous réussissez à exécuter tout ça, au moment de Alors, la création et de l'exécution jusqu'à aujourd'hui? il faut savoir que, Fernand comme moi, déjà, on adore se former. Donc jusqu'à, cette année, on s'est inscrit encore à un diplôme de master 2, parce que voilà, c'est les Ah choses ouais! c'est les choses qui nous Avec tout plaisent. ce que vous faites déjà, ouais. Ouais. On aime ça. On aime la formation et quand on n'a pas forcément même le diplôme qui va avec, en tout cas, hem, Fernand, moi aussi, mais Fernand, lui, il est encore un niveau au-dessus, heu, adore se documenter sur tous les sujets, absolument tous Ah les ouais, sujets. Donc si tu lui veux, c'est il abusé, c'est lui, je crois j'ai vu un truc dernièrement où il partait lire des trucs au Japon, et dans la façon d'expliquer, quand tu regardes sur le papier, ça ressemble à rien, mais lui, il réussit à mettre des mots, même sur des techniques, je voyais un truc dernièrement, je crois que c'était le combat de Tony Yoka contre, le Congolais là, comment il s'appelle? Bakole quelque chose là, mmh. et il t'explique en fait la lenteur du coup de poing de Bakole qui est dû à un truc de c'est c'est incroyable, mais ça se voit que là, il y a de, hem, comment est-ce que je peux dire ça? Non, mais c'est de l'expertise. Il a lu tous les bouquins de physiologie, d'anatomie, donc si tu veux, il connaît les sujets, donc il a énormément de connaissances. C'est vraiment une des personnes les plus cultivées que je connaisse, dans mon environnement et alors quand ça touche son écosystème, il est incollable. Dans le MMA aujourd'hui, je pense qu'il est incollable. Aussi Ouais, bien sur ce qui sur s'est le fait business comme sur la pratique de sur ce l'art qui se en fait, lui-même. que ce soit sur la partie sportive, sur la partie business, hem
On va parler, je suppose, dans pas longtemps d'Arès. Yes. Comment est-ce que Arès est arrivé à ce niveau-là en si peu de temps? C'est tout simplement l'expérience, c'est-à-dire que quand, Fernand aujourd'hui est incollable sur l'organisation d'un UFC et pourtant il travaille pas pour l'UFC. Il est incollable. Il sait si il sait s'il y a comment on appelle ça? Il sait s'il y a une, hem, une, il sait te dire exactement: «Oui, alors, ils font des confs de presse à telle heure, tel jour, ils font, ça, mais en fait, ils font ci, le bus, il arrive comme Il ça, sait il même passe comme anticiper ça». quand tu l'écoutes en interview, en Non, mais fonction des éléments, des signaux faibles, il sait te dire: «Il y a que 2 possibilités, soit l'UFC, ils vont, médiatiser ce truc comme ci ou comme ça» et c'est à chaque fois, c'est impressionnant, quoi. l'expertise qu'il a sur le MMA, voilà, quand je dis: «Il est incollable», c'est pas je dis pas ça parce que c'est mon associé et que j'ai envie Donc ça se voit aussi, de lui donc faire de la mousse, et de le mettre en avant. C'est-à-dire que j'apprends aujourd'hui encore énormément de lui. C'est-à-dire que moi, c'est mon puits, c'est de chez lui que j'apprends tout mon savoir parce que je l'ai jamais vu coller sur une situation, jamais. Tu peux lui demander n'importe quoi sur l'UFC. Oui, ça s'est déjà fait. Oui, l'UFC l'a déjà fait. Oui, ils ont organisé en telle année, ils ont fait une conférence comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, mais alors le bus des combattants, non, parce que ah oui, ça si, ça a déjà été fait une fois à l'UFC. C'est-à-dire que il a synthétisé tout ce qui s'est déjà fait pour essayer de le synthétiser en ce qui est le meilleur. Et il dit: «OK, on va faire ça sur Arès». Et donc si tu veux, quand on démarre Arès, on a un avantage par rapport à tous les autres, c'est que l'organisation, on sait déjà exactement comment ça doit être fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui fonctionne bien, ce qu'il faut faire, comment le faire. Après bon, bah, il faut avoir les gens pour, il faut avoir voilà, mais déjà il fallait la connaissance et nous le cahier des charges, il était, tellement complet. Grâce à lui, moi, j'ai eu la chance de voyager plein de fois. J'ai été au Cage Warrior, j'ai été au Bellator, j'ai été au BAMMA, j'ai été à l'UFC et lui, il m'a toujours dit: «Prends des notes de tout. Ça nous servira un jour, c'est sûr». Et donc, on a des cahiers, lui comme moi, de tout ce qu'on a vu sur toutes les organisations. L'entrée des combattants, elle se fait comme ci, la pesée, elle se fait comme ci, ça c'était pas bien. Là, ils annoncent comme ci, là, ils annoncent comme ça. Là, ils mettent de la musique entre chaque machin. Là, c'était comme ci, là, c'était pas bien. Le médical, c'était ici. Non, mais c'est mieux de le mettre comme ça. Et si tu veux, imagine des années de synthèse de, 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 de multiples organisations, parce que je pense qu'à nous deux, on les a toutes faites, hein, quasiment toutes sans exception. Imagine des années d'expertise et de banque de données qu'on a pu recueillir. Et on s'est dit, OK, on va tout synthétiser et on va essayer d'en extraire le jus le meilleur. Alors, attention, je ne dis pas qu'Arès, c'est parfait, hein, c'est pas ce que je dis. Mais en Mmh. tout cas, si on a été aussi loin, aussi vite, et si on est déjà aussi haut, aussi rapidement, c'est grâce à tout ça. Yes. On va, rentrer dans Ares. Oui, j'ai un peu débordé, mais Non, il y a c'était pas de souci, il y a pas de souci. On c'était boucle pour te juste dire que sur, c'est pour te dire qu'on aime se former. mmh C'est pour te dire que, hem, voilà et moi, ce que je formation t'ai pas dit continue. voilà, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que, heu, j'ai, j'ai et comme je te l'ai dit, je suis opticien de métier, Mmh. mais j'ai monté ma société. Ah, ça veut dire tu bosses pas, tu étais pas en auto un peu comme, En les 2000, travailleurs autonomes, comme les non, dentistes, ou comme non, dans les années les 2000, avocats. j'avais monté ma société d'optique et donc je savais déjà comment ça fonctionnait une société. J'avais déjà un comptable, un expert comptable, donc je savais un petit Ah peu comment d'accord. ça fonctionnait et comme je suis assez carré, assez organisé, si tu veux, alors sans aucune prétention, c'est vrai que dans notre binôme Fernand-Benjamin, on va dire que c'est moi qui ai plus apporté la partie, Administrative. administrative, financière et gestion. Ça, c'est plus ma partie, même si, Fernand a des connaissances pour, mais c'est vrai que j'étais un peu plus expérimenté sur cette partie-là parce que mon background fait que, bah, j'étais déjà, accoutumier de tout ce de tout ce qui se régule autour d'une société et d'une association et comment ça fonctionne et comment ça se gère et donc si tu veux, c'est des choses qui étaient pour moi, C'est très important ce que tu dis là, parce que surtout l'année, pour ma génération, c'est difficile de se faire à cette idée-là, mais ce que c'est que de créer une entreprise dans les années 2000, le parcours du combattant et tout ce que ça avait comme engagement, cette expérience-là, forcément, c'est quelque chose qui a dû, être
un levier assez intéressant pour, ton job en tant que président de MMA Factory et ça me permet de boucler un petit peu sur ce sujet-là. Aujourd'hui, avec le recul, heu, qu'est-ce que cette société nouvellement créée, MMA Management a apporté, en tout cas la différence? Quelle différence aujourd'hui tu as heu, l'influence de l'association MMA Factory avec l'arrivée, de l'entreprise, MMA, comment ça s'appelle? Management Factory, pardon. Je sais pas si tu vois un peu la question? En gros, si tu veux, je pense que en France, on le sport est quelque chose qui est, pas encore dans la tête des gens ancré comme du business. C'est-à-dire que aux États-Unis, c'est les rois du business. Tout est business. Dans beaucoup de pays aussi, ça commence à se développer, mais en France, on fait du business, mais le sport, bah, tu vois, le sport, c'est pas encore le business. C'est-à-dire que le sport, on est encore, c'est très associatif, c'est très, heu, hem, coopératif, c'est très, tu vois, c'est et nous, on a envie de donner une dimension business, mais pas tant, on est business, business. Non, nous sommes des passionnés, mais dans notre passion, on veut aussi que ça soit une entreprise. Une entreprise parce que, ben, on a une salle, on gère une salle avec les problèmes d'une salle, avec les frais d'une salle. On a des adhérents, on gère les adhérents avec les problèmes des adhérents. On a des coachs avec les plannings des coachs. On a des compétiteurs avec les entraînements de compétition. On doit les placer dans des compétitions. On leur a mis un staff médical, on leur a mis un staff mental pour la préparation, on leur a mis un staff de récupération, de suivi, on leur a mis un staff de préparation physique. Donc, on a dimensionné le MMA et le Management Factory de telle sorte à ce que ce soit vraiment une entreprise complète qui soit capable de prendre en main un athlète de A jusqu'à Z. Mais toutes ces choses-là aujourd'hui, ça peut pas marcher sans argent. Enfin, si tu veux, c'est je veux pas qu'on prenne mon discours comme une personne qui ne pense qu'à l'argent. Moi, je suis un passionné à la base, c'est pas l'argent qui me fait faire ça. Fernand, c'est pas l'argent, c'est un passionné qui veut transmettre, qui veut léguer quelque chose. Mais on p malgré tout, aujourd'hui, pour avancer, on a besoin d'essence dans le moteur pour pouvoir mettre tout ce staff et pouvoir mettre en place tout cet écosystème autour d'un combattant. Et donc, on est obligé de gérer ça comme une entreprise. Et donc, pour gérer une entreprise, bah, il faut un il faut une certaine, heu modélisation. Donc il y a des choses qui ne peuvent plus fonctionner en association, il y a des choses qui doivent se faire en société, il y a des choses qui doivent se faire de telle sorte et donc on est obligé de d'adapter, notre système pour pouvoir, l'emmener là où on a envie d'aller. Yes. T ta boîte, elle existe toujours? Tu es toujours opérationnel, dans ta boîte d'optique ou? Ma boîte existe toujours, ouais. Ah ouais, Ma boîte existe toujours. tu es J'ai opérationnel? beaucoup moins, en fait, j'ai la chance, et tu vas voir, ça fait un super parallèle avec le MMA Factory, c'est que finalement, quand tu sais former les gens, bien les former, leur donner la place qu'ils méritent d'avoir, les laisser grandir et éclore, bah, c'est comme ça que finalement tu délègues et c'est comme ça que tu grandis. Parce que finalement, j'ai toujours cette société où j'y suis quasiment jamais, mais les personnes qui sont en place sont des personnes que j'ai formées, qui ont ma confiance, avec qui je garde le lien régulièrement et qui aujourd'hui, eh ben, peuvent, gérer les choses. Donc forcément, mais j'en tire pas des gros revenus parce que j'y suis pas. Mais ça permet, tu vois, de planter, je reprends toujours cet exemple, hein, quand tu plantes les choses, c'est que tu vas pas planter, 10 fois, la même herbe ou 10 fois le même arbre. Tu vas diversifier un petit peu, donc tu vas mettre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Donc moi, je sais que j'ai un métier. J'aurai toujours un métier si demain, ça marche plus, j'aurai toujours un métier, j'aurai toujours quelque chose qui finalement, me permettra de vivre et d'avoir quelque chose. Je sais que le sport me permettra toujours de rebondir aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai fait suffisamment d'expérience et je ne serai pas, à la rue non plus. Mais voilà,
Si je peux donner un conseil aux gens, de ma toute petite expérience et en toute modestie, c'est que si on forme les gens, si on leur accorde notre confiance, si on les laisse éclore sans vouloir leur mettre la main dessus, tu sais, ah non, il faut pas que tu me fasses de l'ombre, il faut pas que tu sois meilleur que moi. Voilà. Je pense qu'il faut pas avoir peur dans un écosystème de laisser la place à chacun. Chacun trouve sa place, chacun grandit. Et finalement, c'est ça qui nous aide à grandir. Parce que si moi je vois que tu grandis plus vite que moi, je vais me dire, bon, il faut que je me secoue un petit peu, donc je vais aussi faire le nécessaire pour grandir aussi. Et on devient tous très très grands, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on va loin. Donc si tu veux, j'ai toujours donc cette société, et quand je fais le parallèle avec le MMA Factory, c'est ce qu'on fait au MMA Factory. Aujourd'hui, tous nos coachs, on leur paye les formations. On leur paye. On leur dit, allez vous former. Passez des BMF, passez des BPGEPS, passez des DEGEPS. Formez-vous, ayez des diplômes, vous allez avoir un métier. En plus de ça, vous exercez votre métier dans la salle. Vous allez forcément, chaque individualité va sortir, vous allez être tous des grands coachs. Euh, il n'y aura pas de meilleur que d'autres, chacun va être un bon coach à sa façon et chacun va trouver son truc qui va lui plaire. Il y en a un qui va être plutôt sur les enfants, l'autre il va plutôt vouloir aller sur la boxe anglaise, l'autre sur le MMA, l'autre sur la compétition, l'autre il est sur la performance, l'autre il est sur la prépa. Et chacun trouve sa place. Et c'est comme ça que le MMA grandit. Le MMA ne grandit pas grâce à Fernand et Benjamin. Le MMA Factory et le Management Factory grandissent grâce à toutes ces personnes qui sont avec nous, qui s'entraînent avec nous, qu'on forme, qu'on écoute, qu'on conseille, avec qui on échange. Et toutes ces personnes-là, finalement, bah, se sentent bien, un peu comme une famille, et donc grandissent. Et ben, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ont un métier grâce au MMA Factory, parce qu'ils ont un métier, ils ont appris un métier, ils ont un diplôme. Et si demain ils décident de partir et de voler de leurs propres ailes, moi je dis c'est bien. De toute façon, c'est le cycle d'une vie. On ne peut pas garder les gens éternellement à vie, mais par contre, on peut être fier de dire que nous les avons formés ou qui sont issus de chez nous. Ça fait toujours du bien aussi de dire: «Ah bah, c'est un ancien de chez moi». Surtout s'il a réussi, on est fier de ça. Donc voilà comment si tu veux, pourquoi je te fais ce parallèle, c'est que finalement, grandir, c'est savoir, transmettre. Et Si tu c'est transmets, tu grandis. tellement important ce point-là, de laisser les gens monter en compétences et de pas les appuyer comme on peut voir dans certaines entreprises, pas toutes, mais dans certaines entreprises. Hem, mais je me pose quand même la question, il doit quand même avoir, ça veut dire, il doit avoir quand même un peu de politique dans pour pouvoir, s'ingérer dans ce milieu-là. Je parle pas du cas spécifique du MMA Factory, je parle plus de l'UFC, de s de quelques petites phrases. On va en parler lorsqu'on parlera d'Arrest, mais il faut quand même est-ce qu'il faudrait faire un petit peu de politique, pour pouvoir, faire passer certains messages? Si on prend l'exemple, par exemple, de la légalisation, du MMA, est-ce que c'est parce que, derrière, plein de personnes ont su faire, de la politique, du lobbying pour essayer de pousser un petit peu ça, heu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Bah, la politique, on en fait tous, enfin, on n'a pas le choix. C'est Ben, demain, ton podcast explose, tu fais un peu de politique parce que bah, peut-être que qu'il explose un peu plus, bah, tu vas avoir besoin de temps en temps de faire du lobbying auprès de telle personne ou telle personne. Si tu veux, c'est pas, c'est la vie qui veut ça. Après, ce qu'il faut, c'est ne pas se transgresser et rester intègre. Voilà, il faut rester intègre. Maintenant, faire de la politique, oui, bien évidemment, le MMA en France n'aurait pas été légalisé sans le lobbying qu'a fait l'UFC. On va pas se mentir, tout le monde le sait. Le MMA est légalisé en France en grande partie grâce à l'UFC. Et pourtant, il y a des dizaines de superbes personnes en France qui sont les pionniers du MMA et qui ont œuvré pendant des années pour ça en vain. Et à un moment donné, bah, tu as un géant qui arrive avec une grosse puissance. Il a aidé à ce que la machine s'accélère.
bah, merci l'UFC, quoi. Grâce à l'UFC, il y a des centaines de clubs aujourd'hui qui peuvent vivre en toute, en toute légalité, du MMA, qui peuvent aujourd'hui, enseigner le MMA, qui peuvent accompagner leurs combattants sur des compétitions, enfin voilà, donc oui, la politique, il y en aura toujours. Après, je pense qu'on n'est pas obligé d'en faire, mais il y aura toujours des personnes qui en feront, en tout cas pour nous, en tout cas, et qui nous aideront à le faire parce que c'est comme ça, la vie, avance toujours par un peu de politique. Yes. Des grosses machines comme, l'UFC, le Bellator, le One Championship, il y a un autre truc là aux États-Unis, j'oublie le nom là, Le PFL. le PFL. Mais et comment avec ces grosses machines, c'est des même si l'UFC c'est la plus grosse aujourd'hui, comment est-ce que ça vient à l'idée comme ça de lancer quand même, heu, une nouvelle organisation qui, ouais, qui vient, quelque part faire concurrence à ces entités qui sont déjà bien établies. Déjà, c'est l'idée de qui? Qui a pensé à ce truc-là? Même si, je soupçonne que ça doit être, Fernand. Il y a plusieurs sujets. Bon, Fernand, ça fait très longtemps qu'il a l'envie qu'il avait l'envie de faire ça c'est sûr. D'ailleurs, je sais pas si les gens, sont au courant, mais c'est le premier à avoir fait un événement de MMA en France en 2015 au Cirque d'Hiver. C'est le premier à l'avoir fait parce qu'il avait trouvé une petite faille dans le texte de loi qui lui a permis de le faire. Il a organisé et juste après, ils ont, durci le texte de loi et ça n'a plus Le jamais été filou. fait. C'est le premier à avoir fait un événement de MMA en France au Cirque d'Hiver en 2015. Ça déjà, faut le rappeler. Hem, donc oui, ça a toujours été son souhait. Heu, mais en vrai, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, le groupe Vivendi, hein, donc un groupe très puissant, hein, que tout le monde connaît, qui pèse des milliards et des Possède milliards, plein de chaînes de télévision. hein, a décidé de lancer un nouveau sport et donc ils ont fait une enquête et ils se sont dit: «Tiens, le MMA, c'est pas mal, si on se lançait dans le MMA». Et donc là, ils ont fait un petit peu, des audits, ils ont reçu, plusieurs, personnes du MMA en France et puis, ils sont arrivés à la conclusion que la meilleure personne pour ça, c'était Fernand. Et donc Fernand a créé Ares pour Vivendi. Et Ah, finalement, quand Vivendi a fait Ares, ils ont fait le premier enfin, je dis «ils», je peux dire «on» parce que Fernand, étant donné que, Fernand et moi, on est tout le associé. temps ensemble dans nos Mmh. projets, donc Fernand, m'a intégré à ce projet, à ses côtés, mais je le remercie, ça a été une super aventure. Du coup, on a, organisé pour Vivendi à Dakar en décembre 2019. Très beau show, on a été les premiers à faire un show, en Afrique, Mais pour que ce soit dans clair, c'est une Ares, c'est une marque de Vivendi ou alors c'est, quelque chose que vous avez créé en partenariat avec, c'est Vivendi? c'est c'est une marque de Vivendi, c'est nous qui avons un peu tout créé pour Poussé, Vivendi, OK. D'accord. mais avec leur aide bien évidemment, hein, parce qu'ils ont une grosse puissance et que ça va beaucoup plus vite avec eux, donc voilà. Et puis après avec le covid, ils ont, étant donné que, le groupe Vivendi, ne souhaitait pas, continuer sans public, c'était important pour eux de garder de la billetterie, full billetterie. Ils ont dit: «Bon là, avec le covid, on en a pour au moins, 2-3 ans, sans avoir une full billetterie, on va mettre le dossier en sommeil». Et puis suite à ça, Fernand et moi, on a eu envie de leur dire: «Non, vous faites une erreur, il faut pas le mettre en sommeil là, le MMA vient d'être C'est maintenant. légalisé. Vous avez fait le show en 2019 à Dakar, c'est légalisé en janvier 2020. Venez, on y va, même si on fait en huis clos, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille». Et donc non, eux, c'était vraiment important que tous les synergies du groupe travaillent, la billetterie, la diffusion, le broadcast, le machin, donc c'est vraiment tout un écosystème aussi, hein, Vivendi, puisque, ils ont un petit peu tout, heu, Tous les corps pour métiers. voilà, tous les corps métiers. Et donc, étant donné qu'on a de très bonnes relations avec eux et qu'on a eu affaire à des gens, vraiment extrêmement bienveillants et gentils et je les remercie vraiment, c'est vraiment un groupe super, le groupe Vivendi. En tout cas, nous, on a eu une expérience formidable avec eux. Bah, à la fin, on a négocié de récupérer la ligue. Donc Fernand et moi, nous avons racheté la ligue,
auprès du groupe Vivendi et donc aujourd'hui, nous en sommes les propriétaires et suite à ça, ensuite, on a fait une levée de fonds et on a Ils sont quand relancé. même encore associés ou Non, 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 ils sont plus dedans. Ils sont plus dedans. On a de très bons rapports avec eux, mais ils sont plus dedans. les chiffres sont publics? Les quoi? Les chiffres sont publics, les chiffres de rachat? Non, ils le sont pas. Bah, il y a quand même un ordre d'idée, en termes Non, je de pense que la 0. seule chose que je peux te dire, c'est que, Vivendi a été extrêmement, généreux envers nous. Même si c'est nous qui avons racheté, hein, mais généreux sur le prix parce que, conscient du travail qu'on avait fourni, conscient de tout ce qu'on a apporté, conscient quand même que nous avons constitué à la valeur de cette société, hein. Au final, la valeur de cette société, en vrai, si tu veux, c'est comme si on avait créé avec, Fernand, Arès, parce qu'on a quand même tout amené chez Vivendi. C'est-à-dire on leur a amené tout le savoir-faire. Voilà comment faut faire, voilà ça, 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 on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc en fait, on a tout amené. Eux, ils avaient, les fonds, et donc ça allait vite. Voilà. Mais en vrai, à part le nom, c'est eux qui l'ont vraiment choisi et déposé. Mais à part le nom, c'est nous qui avons tout apporté. Donc si tu veux, quand on a racheté, pour eux, ça a été un peu une évidence de dire: «Bah, ils ont tout créé pour nous, venez, on Ce leur sont fait les quand même, meilleurs acquéreurs. on leur fait quelque chose de voilà, ça sera les meilleurs hackers parce qu'on sait qu'ils vont en faire des choses bien et en même temps, ils le méritent. Donc si tu veux, voilà, ça a été vraiment, vraiment un bon moment. Yes. Donc vous reprenez, la marque Ares, Fighting et du coup pour la levée de fonds, c'est vous avez effectué cela auprès de quelle, institution? Ce sont des fonds classiques qui investissent dans des Non, startups ou c'est sur des business sur angels? la levée de fonds, on a fait ça, ça a été un peu, friends and family, ça a été assez rapide. On a eu un OK. gros engouement et beaucoup de gens se sont manifestés, et ont cru en notre projet et on les en remercie vraiment et du coup, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours. Yes, Donc ça a été, plutôt friends and family. yes. Vous avez levé combien? Et sinon, Vous avez levé combien entre 1 million et 10 millions? Là, quand même, c'est vague. on va dire qu'on est, on est plus proche de la fourchette basse. OK. Yes. Donc, après Mais cette le je veux revenir sur un point tout à l'heure, mmh. que tu as dit, sur lequel on n'a pas eu le temps de j'ai pas eu le temps de développer parce que tu es parti sur 2 points sur, qui a fondé Vivendi et par rapport à la concurrence, machin, machin. Ouais, Ce qui est important de comprendre, c'est que on n'est pas concurrents avec l'UFC, avec le Bellator, un avec le peu quand One même. Championship. On n'est pas concurrents. Pour une simple et bonne raison, c'est que on n'est pas sur le même continent, on n'est pas sur le même fuseau horaire, on n'est pas dans le même pays. Oui, mais les combattants, Oui, ils viennent mais de partout. alors, si tu veux, rapport aux combattants, aujourd'hui, c'est pas vraiment un problème. Pourquoi? Si tu mets l'UFC en un et le Bellator en 2, où est-ce que l'UFC et le Bellator va chercher ses combattants? Ils vont pas les chercher en bas, ils vont les chercher à l'étage du dessous. L'étage du dessous, c'est le One, le Brave, maintenant Ares, le Cage Warrior. Ils vont les chercher ici. Donc si tu veux, eux, ils sont contents d'avoir un étage qui leur fournit des futurs champions et Mmh. après ils viennent piocher dedans. Donc aujourd'hui, on n'a pas de problème à se dire qu'on est l'étage du dessous. Moi aujourd'hui, je sais que j'ai pas la prétention d'être, à la même hauteur que l'UFC ou le Bellator et d'ailleurs, on a d'excellents rapports avec l'UFC. L'UFC nous diffuse d'ailleurs nos broadcasts et l'UFC adore notre show parce que justement, on fait découvrir des jeunes talents, parce que justement, on fait un beau show et qu'ils peuvent venir piocher. Donc si tu veux, à chaque fois qu'ils viennent piocher chez nous, ça nous donne encore plus de lumière et d'exposition et donc ça nous fait grimper. Donc si tu veux, c'est pas très dérangeant. On n'est pas sur le même pays, on diffuse pas aux mêmes horaires. Eux, ils sont sur un horaire américain, nous on est sur un horaire français. Donc en vrai, l'UFC avait tout intérêt à ce qu'une grosse ligue se monte en France. C'était dans leur intérêt. Parce que Vous faites le taf pour eux, en fait. mais c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. Regarde, quand l'UFC organise aux États-Unis,
ça leur coûte probablement 5 fois moins cher que si quand ils viennent en France. Ils vont pas venir beaucoup en France parce que il faut déplacer, 400 personnes. Ça va leur coûter combien? Il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les machins, il faut organiser et puis l'UFC aujourd'hui, ils vont pas prendre le risque de déléguer, leur production à une production locale. Ils vont pas prendre le risque de déléguer, enfin, tu vois? Ils vont venir avec leur staff, donc ça va leur coûter une fortune quand ils vont venir. Donc en vrai de vrai, ils vont venir à Paris, je sais même pas s'ils vont être rentables. Ils sont là pour maintenir leur L'image de marque. suprématie, pour maintenir leur image de marque, mais économiquement, bah, je dis pas qu'ils vont perdre de l'argent, mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'événement le plus, enfin, tu vois? Ils font un événement, aux États-Unis, ils font venir plein de Français, ils sont diffusés en France, ils ont dépensé 4 fois moins, ils ont rentré, plus d'argent, tu vois ce que je veux dire? Donc par contre, comme il y a une très grosse fanbase en France, ils ont besoin de l'entretenir. Ils ont besoin que le MMA soit présent en France, ils ont besoin que les Français consomment du MMA, ils ont besoin que les gens aiment le MMA, donc pour ça, ils ont besoin d'une ligue. Et il leur faut une belle ligue, une grande ligue qui va, développer des nouveaux talents, qui va mettre en avant des jeunes combattants, qui va faire une belle production. Donc ils ont besoin. Donc oui, tu as 100 raison, on fait le taf pour eux. Mais ils l'ont fait pour nous. Grâce à eux, ils ont fait en sorte que le MMA soit légalisé. Donc, si tu veux, comme tu disais, c'est un peu la politique, mais c'est de la politique intelligente, c'est-à-dire qu'ils ont fait un bon lobbying pour que le MMA soit légalisé. Ensuite, maintenant, eh ben, ils sont contents qu'il y ait des organisations en France. Aujourd'hui, on a tissé un lien, particulier avec eux, donc ils nous diffusent et en même temps, ils sont contents de la qualité des shows qu'on fait, donc pour eux, tout va bien. Ils vont venir en France, peut-être qu'ils vont prendre quelques combattants d'Arès, ils vont prendre des combattants français, ça va redonner encore un peu de lumière, ils vont repartir, mais Arès sera toujours là et Arès va continuer à tourner, continuer à développer des nouveaux talents et si tu veux, et nous, on va maintenir cette fanbase française. Donc ouais, c'est un travail un peu en commun. Donc il y a pas de si tu veux, pour en revenir, il y a pas de concurrence. La vraie concurrence en France va venir des organisations locales qui vont se monter en France, tu vois? Et qui vont, faire aussi bien que nous ou peut-être mieux, bah, chacun après c'est la loi de la concurrence, hein, tu vois? Il y a la concurrence, il y en a partout, hein. Tu as bien des boulangeries qui sont collées, bah, tu vas à l'une plus qu'à l'autre, à toi d'être le meilleur derrière. Après ça c'est la vie de la concurrence en France et partout. Yes. Aujourd'hui, c'est combien de personnes, dans Ares Fighting? Enfin le taf, l'équipe, enfin j'ai envie que tu m'expliques un peu, lorsque vous reprenez ça, la stratégie et le recrutement, comment est-ce que c'est là franchement on parle de c'est plus, juste la une simple association, c'est une vraie organisation. Oui. Comment est-ce que, stratégiquement, est-ce que ça se build et les people, les personnes surtout, qui sont Alors les personnes clés? les il y a 4 personnes clés, il y a Fernand et moi, mais à côté de ça, on a 2 personnes, Camille et Guillaume qui sont, des anciens de chez Vivendi, qui nous ont suivis, qui ont aimé ce projet, qui, qui ont voulu vraiment, continuer dans ce projet et qui avaient une énorme expérience dans toute la partie opérationnelle, organisationnelle, donc pour nous, c'était vraiment essentiel qu'ils soient avec nous, donc on était assez contents qu'ils aient ce désir de nous rejoindre. Mmh. Heu donc si tu veux, voilà, ça, c'est vraiment les 4 personnes, qui sont, le noyau de ce projet. Voilà, puis suite à ça, bien sûr, bah, on a greffé, toutes les personnes, dont on avait besoin, pour nous aider, autant sur la partie, contrat, la partie organisation, la partie opérationnelle, la partie sur l'événement, sur la partie de la production, donc après, on a, heu, on a ouvert, sur les spécificités dont une organisation a besoin. Yes. Heu, pour ce qui concerne, est-ce que c'est, les mêmes modèles comme l'UFC, c'est-à-dire pour, consommer avec du pay-per-view? C'est 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 quoi, le modèle économique, Pour l'instant, hem, pas encore. L'idée, c'est déjà de continuer à bien se faire connaître, donc de continuer à être diffusé par des gros diffuseurs, tu vois? On a, l'UFC qui nous suit, sur toute l'année de 2022. On a aussi, eu la chance là au mois de mai d'avoir l'équipe, donc c'est quand même la première diffusion en clair sur une chaîne en clair en France, hein, ça s'était jamais fait. Je sais que, le Cage Warrior avait diffusé une fois sur, le M6 Play, mais là on était vraiment sur une chaîne,
une chaîne de la TNT quoi, une chaîne que tu trouves en clair sur la 21. Donc si tu veux, ça a été une grande première. Donc voilà, aujourd'hui, on se fait, connaître, massivement, on assoit notre notoriété, on assoit notre légitimité et puis, on verra plus tard comment ça se passe. Si finalement, ça dépendra des contrats, entre, les contrats de droits télé ou est-ce qu'on choisira plutôt le pay-per-view? On avisera à ce moment-là, tu vois? Heu, Chaque les étape. choses changent et évoluent en fonction de ton évolution, justement. Donc si tu veux, c'est très dur aujourd'hui de te dire, «C'est figé, ça sera comme ça et la stratégie sera comme ça». C'est plutôt, voilà, selon l'évolution, selon les opportunités et ben, on verra quelle est heu, la la meilleure direction à prendre. Est-ce que c'est encore une question bizarre. Est-ce qu'il y a un tour de table qui est encore prévu, une levée pour, davantage développer, les acquis actuels? Peut-être je Oui, reformule ma question. oui, oui, Qu'est-ce oui, que c'est vous a pas oui, Ouais, oui, tout à fait, c'est en projet. C'est en projet, aujourd'hui, si tu veux, le si tu veux, c'est pas une nécessité vitale, c'est plus, ça brûle du une cash quand même, oui, forcément, ce non, tour. attention, je dis pas que ça brûle pas de cash. Je dis juste que c'est pas vital. C'est plus, dans un souhait d'accélérer le développement. C'est plus dans un souhait de d'aller, next step. On sait aujourd'hui, si demain on avait plus d'argent, on sait exactement quoi faire pour aller plus vite et plus fort. Mmh. On a toutes les armes si tu veux, c'est juste qu'aujourd'hui, on peut pas on peut pas toutes les sortir. Parce que, voilà, ça nécessite un peu plus de sous. Donc oui, un deuxième tour n'est pas, va s'organiser, justement pour voir si, on accélère ou pas, les étapes. Voilà, c'est plus en prévision d'une accélération et d'un développement plus massif et plus rapide. Et le deuxième tour, ce serait pour, devenir quoi? Une licorne? Ce serait Écoute, c'est prématuré de parler de licorne, c'est vraiment prématuré. Mais ce qui est sûr, c'est que, on est une société française et qu'on ne cherche pas à détourner quoi que ce soit. Tout est fait, made in France. On paye, tout ce qu'il y a à payer, nos impôts, nos taxes, nos Oui, charges, mais on on paye a les des licornes françaises, c'est pas péjoratif. Licorne, même si pour la plupart, elles vont lever de l'argent aux États-Unis, il y en a, des licornes franco-françaises, avec un capital, une cap table qui est française, des investisseurs qui sont français. C'est ce que je te dis. Nous aujourd'hui, on a ça, on est, franco-français. On va, et on verra si on a, la possibilité d'avoir, des fonds, quelle que soit leur provenance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, on restera, un produit français et puis pourquoi pas devenir une licorne. Pour l'instant, c'est un peu tôt, mais on va tout faire pour en tout cas. On travaille vraiment beaucoup. C'est-à-dire que, heu, c'est important parce que quand on réussit, on devient très, très vite la cible de beaucoup de détracteurs et heu et c'est souvent, notre cas et c'est le cas de beaucoup de personnes. Hem, on critique beaucoup les gens qui réussissent parce qu'on parle d'eux et du coup, on les critique. Moi, je veux juste te dire une chose, c'est qu'on n'est pas parfait. Ça, c'est sûr, on l'est pas. On le sera pas. Mais par contre, on travaille énormément. Vraiment, on travaille beaucoup, beaucoup. Je nos équipes et nous et on travaille vraiment 7 jours sur 7. On ne s'arrête jamais. On ne on n'a pas de il y a pas de répit, quoi. On travaille énormément et 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 c'est pour ça qu'il faut croire en ses rêves, il faut s'accrocher. On n'est pas encore, on n'a pas encore atteint une réussite. C'est encore très difficile, c'est pas facile. C'est, du travail, hebdomadaire, quotidien, je veux dire tous les jours, non-stop. Mais voilà, ne croyez pas que les choses sont faciles. Ne croyez pas que, enfin voilà, c'est beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent derrière, qui au détriment de beaucoup de choses, des fois de leur vie privée, c'est vraiment difficile. On fait ce qu'on peut, on fait au mieux, mais on le fait avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté et beaucoup de passion. Et voilà, faut le savoir quand même. Et il y a un point, Benjamin, que je voulais qu'on parle aussi, c'est les combattantes, en fait, les femmes. Et dans le ARS, il y a plein de petites pépites là. Je regardais, dernièrement, je crois que ça doit être l'avant-dernier ou le dernier.
des profils en fait, comme quand tu as pas l'habitude, c'est un peu, ça peut être vraiment choquant. J'imagine pour vous, peut-être c'est normal, mais il y a on parle pas assez, mais des combattantes, il y en a quand même qui, lorsque tu regardes au niveau de l'UFC, beh, elles peuvent bien, aller se frotter un petit peu à ce game-là, quoi et puis je voudrais que tu me parles un petit peu de ça et surtout comment est-ce que vous sourcez, ce type de profil qui n'est pas forcément l'ADN, du MMA Factory, quoi. C'est plus Ça, des hommes. c'est ce qui fait partie de nos petites, je vais pas dire le mot secret, mais nos petites bottes secrètes. C'est-à-dire que, Fernand et moi et surtout Fernand, on essaie d'avoir une vision de l'avenir et du futur. Et bah, aujourd'hui, le foot féminin, ça commence à exploser. Le MMA féminin, ça marche. Ça marche parce que on a des femmes qui sont d'une bravoure incroyable, qui font la guerre dans Mais c l'octogone, elles font peur, moi j'ai c'est peur. impressionnant. Elles sont d'un courage. Tu vois des fois des mecs, des Golgoth, et tu as des combats, un peu ennuyeux parce qu'ils se regardent et machin, et les nanas, c'est des guerrières. Elles font Et peur là, donc j'ai on vu, va la dame, je sais plus comment elle s'appelle, qui est diabétique, elle a plein de trucs, mais c'est une guerrière, je sais plus ouais, comment elle s'appelle, c'est je ça. m'excuse vraiment Ça, on a de des son combats prénom. extrêmement engagés, on a des elles ne franchement, tu vu ça, elles s'économisent pas, elles se donnent, et bah, on sait que petit à petit, c'est le futur. On sait aussi que, bah, ce sont ce sont des, des combattants, qui sont sourcés par les grosses organisations parce que aussi, voilà, ils ont besoin d'avoir des femmes, donc voilà, c'est un créneau sur lequel on y attache une grande importance d'avoir de bonnes combattantes, féminines, et en même temps de mettre les femmes à l'honneur aussi parce que c'est important, elles le méritent. Yes. Vous coachez encore, toi ou Fernand? Bon, Fernand forcément pour son mais j'imagine juste pour, ces gros poulains, du Cyril ou, Aujourd'hui, si tu veux, on coach encore. Déjà parce que c'est aussi une de nos passions, qu'on aime ça. Deuxièmement parce que, c'est important aussi de montrer à toute la team qu'on les abandonne pas, tu sais? C'est pas, heu c'est pas, Arès et salut tout le monde, quoi. Ah ben bien, on a fait Arès, ciao les gars. Non, Arès existe aussi grâce au MMA Factory. Arès existe parce que on a, des combattants qui s'entraînent et qui s'entraînent et qui s'entraînent et qui s'entraînent, pour devenir des bons combattants, et donc même on pioche quelques combattants du MMA Factory, on essaye de piocher dans toutes les équipes parce qu'on ne veut pas être assimilé, Arès MMA Factory, on veut être neutre, et donc ça oblige nos combattants à se surpasser pour être dans les meilleurs, pour qu'ils puissent légitimer leur place sur Arès. Mais si tu veux, on a besoin aussi de leur montrer, de la présence, de la reconnaissance, donc on les coache pas, sur Arès, bien évidemment, hein, on les coache pas, on les entraîne pas quand ils combattent sur Arès, mais par contre, sur les autres organisations, on continue, heu, à les entraîner. Donc toute l'année déjà, Fernand donne tous les cours pro. Moi, j'ai la chance d'animer aussi un cours, le lundi, mais on fait grandir aussi tous nos coachs, comme je te disais tout à l'heure. ouais. La transmission, la formation, ça passe par là, et donc et ben, aujourd'hui, moi, je suis fier de voir, mes coachs, qui arrivent, sur Arès en train de coacher des combattants, et de voir à la fin qu'on lève le bras de notre combattant parce qu'ils se sont bien entraînés et parce qu'ils ont été bien coachés et bien suivis, tu vois? Donc c'est ça aussi la transmission, et c'est ça qui est beau. Donc oui, on continue à coacher, mais en parallèle, on continue à former massivement pour avoir de nouveaux coachs, hem, qui 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 se révèlent et qui prennent notre place un jour, tu vois? Nice. C'est quoi, l'ambition demain pour, cette organisation, pour Ares? Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans? L'UFC rachète l'organisation? Tu sais, moi, je pense que si on est toujours si on se maintient toujours en haut et qu'on fait tout pour essayer d'être dans les meilleurs, je pense qu'Ares peut vraiment devenir une très, très belle et une très grosse organisation, et qui sera peut-être, rachetée par, X ou Y, j'en sais rien. Peut-être qu'on la vendra jamais et qu'on la gardera parce que, ça sera notre petit bébé et qu'on en sera très fiers. Honnêtement, je pas de prédiction à faire sur l'avenir. Moi, la seule chose que je veux, c'est j'adore ça. Je veux continuer cette aventure que j'aime
avec Fernand, on aime ça, avec Camille, Guillaume, on aime ça, on est passionné par ça nous anime. J'ai vraiment envie qu'on amène Arès au plus haut possible, vraiment au sommet. Je voilà et après on verra ce que la vie nous réserve. Est-ce qu'on sera racheté, pas racheté, on verra. Yes. J'ai quelques petites questions avant de te laisser là, dis-moi, quelles sont les parties les plus dures, les plus difficiles de ton job, de ta vie? Heu, Bah, aujourd'hui, si tu veux, ce qui est difficile, c'est la charge de travail. C'est-à-dire que quand tu regardes bien, tu dois gérer une salle, l'organisation d'une salle, les plannings de la salle, les coachs, la formation des coachs, les combattants, les manager, les entraîner, les placer dans des orgas. Ensuite, il faut en même temps t'occuper de ARES, du matchmaking d'ARES, de l'organisation d'un ARES, du suivi d'un ARES, de la gestion des ARES. De... Et donc, si tu veux, on a vraiment aujourd'hui, Fernand et moi, on a la chance d'être très très bien entourés, mais on est encore trop, trop surchargé parce qu'on a beaucoup de travail, mais en même temps, nous sommes des hommes de projet et du futur. Donc on veut déjà être sur demain. Donc forcément, ça s'arrête jamais. On est toujours là, ça cogite et machin. Et si on fait ci, si on fait ci, si on fait ci, si on fait ça, on a envie que ce soit toujours meilleur, 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 meilleur. Donc si tu veux, ça s'arrête jamais. Donc la difficulté du job, c'est c'est de pouvoir vraiment enfin, Ne plus avoir d'idées, il y en aura toujours. ouais, c'est ça. Non, la difficulté, c'est ça, c'est de pouvoir, mener chaque projet à bien et ça, c'est vraiment, on a ce souci de bien faire les choses et donc voilà, on essaye chaque chose de s'en occuper et chaque chose de le faire avec, heu, du mieux possible, en tout cas avec la meilleure attention possible et donc voilà, c'est pas toujours évident, d'avoir plusieurs casquettes, de jongler avec toutes ces casquettes toute la journée. Hem, mais voilà. Mais en même temps, c'est notre passion et on aime ça, donc c'est tu m'enlèverais, 2-3 casquettes, je pense que je me sentirais tout nu, tu vois? Parce que ça fait partie de moi aujourd'hui, quoi. Clairement. C'est vrai que tu as déjà un peu répondu à la question, mais bon, peut-être tu aurais d'autres éléments à rajouter dessus. Comment est-ce que tu progresses aujourd'hui? Heu, Bah, écoute, je progresse parce que plus on se développe, plus notre écosystème grandit, plus on rencontre des nouvelles personnes et plus ces nouvelles personnes apportent de nouvelles choses et finalement on se rend compte que, bah, à chaque fois ça remet un peu, d'eau dans le moulin et ça refait avancer la machine et tu te sens à chaque fois grandir parce que, bah, on parlait de levée de fonds tout à l'heure, bah, tu rencontres des grandes personnes, du business, des gens qui ont extrêmement bien réussi dans les affaires et tu échanges avec eux et cet échange t'enrichit parce que finalement, ils te donnent des conseils et puis finalement, tu avances avec eux, puis ils te font rencontrer d'autres personnes, tu vois? Pareillement dans le sport, on est tout le temps en train d'avoir de nouveaux préparateurs physiques, de nouveaux coachs qui arrivent, de nouveaux combattants qui arrivent et chaque personne arrive avec son expérience, avec son background, avec, son prisme pour voir les choses et donc ces échanges nous font à chaque fois grandir et voilà et je pense que cette, multiplicité de personnes qui, rentrent dans cet écosystème, nous aide à grandir à chaque fois et ça c'est important et puis après bien sûr, bah, on se tient toujours au fait de ce qui se fait, on se tient toujours au fait de l'actualité, on est toujours, à l'affût de tout et des nouvelles choses et c'est ce qui nous permet de rester en tout cas, de se maintenir, tu vois? J'ai pas la prétention de dire, qu'on est là, mais en tout cas de se maintenir toujours, à flot. Yes. Tu as des gros regrets? Tu as un regret, particulier à nous partager, un truc, qui te qui te consomme? Heu, Bah, des regrets, on en a tous plein, tu vois? On a plein de petits regrets, plein de choses, tu vois? Mais en vrai, ça va, pas trop, pas OK. trop. Pas j'ai pas
un truc énorme, tu vois, à te balancer en te disant: «Ah, je regrette vraiment ça», tu vois? J'ai pas ça. Je pense que finalement, la vie est plutôt bien faite. J'ai une grosse confiance en mon destin et en mon chemin. C'est quelque chose qui m'a toujours animé. Je me suis toujours dit que, si tu restes quelqu'un d'honnête et de bienveillant et de droit et de travailleur, tu y arriveras toujours. Alors oui, le parcours des fois, il est salement dur, quoi. Vraiment, Ouais. c'est pas facile, hein, tu vois? On en mange du caillou, hein, et c'est pas la fête, Hem, mais c'est comme ça, on avance. Non, j'ai pas de gros regrets. Franchement, j'ai pas de gros regrets. Voilà, c'est Yes. des petits pas méchants. C'est quoi ta plus grande fierté? Bah, je vais te faire une réponse, je vais te faire 2 réponses. Une réponse un peu banale et facile, mais ça reste la vérité. Ma plus grande Tes fierté, enfants. c'est mes 2 garçons. J'ai 2 petits garçons que tous les jours me rendent fier parce que, ils sont tellement fans de moi qu'en fait, j'ai l'impression de réussir ce que je fais. Ils ont Par quel âge? leur Ça castagne un peu, ou Ouais, ouais, ils ils ont ont 8 l'âge? ans et 6 ans, Ah OK. le petit de 6 ans, si tu veux, dimanche dernier, je le retrouve en train de faire, des des workouts, dans l'entrée, il s'était mis, l'iPad et j'entendais le mec, il disait: «5, 4, 3, 2, 1, go!» Et là, il se met à faire des pompes, ensuite il se met à faire des burpees, ensuite il se met à faire des mountain climbers. Je dis: «Putain, le mec, il a 6 piges, il est déjà en train de se faire, se faire un WOD». Donc si tu veux, oui, ils aiment ça, ils sont venus sur Arès, je leur ai autorisé parce qu'ils me mettaient la tête comme ça. Sur le dernier Arès, ils sont venus. Bon, ils ont Nice. passé leur soirée à filmer les combattants qui rentrent, à essayer de les checker à chaque fois parce qu'ils étaient à l'entrée des Ouais, à combattants. l'entrée là, ouais. Et ils étaient comme des fous. Et si tu veux, voilà, ma fierté, c'est de me dire: «Je pense que je suis une bonne personne parce que mes enfants me regardent avec une adoration et une et vraiment, ils m'adulent, quoi». C'est vraiment ça en est, c'est vraiment beau, quoi. J'adore ça. Ils me regardent vraiment avec les yeux de bah, mon père, c'est un monsieur, quoi. C'est un mec, bien, qui fait des bonnes choses. En même temps, c'est un sportif, il a les bonnes valeurs et c'est un peu le super-héros, tu vois? Donc j'en profite un peu. Bon, il pense que je suis un tueur à gages et que je suis baston et que je suis très fort. Après, il faut toujours laisser un peu les enfants dans leurs rêves, tu vois? Si je leur dis que papa, il se fait castagner 2 fois par semaine par les pros de la salle, je perds toute ma crédibilité. Donc j'avoue que je leur dis pas tout forcément, mais si tu veux, voilà, c'est vraiment ma plus grande fierté parce qu'il me quand, voilà, il me laisse transparaître que je pense que je fais bien les choses. Mais sinon, mon autre fierté, c'est c'est mon c'est mon caractère, c'est ma loyauté. Je suis très fier de ça. Je je pense qu'on pourra rarement dire de moi que j'ai fait un coup dans le dos à quiconque. Je suis extrêmement loyal. Si je te donne ma parole, c'est impossible que j'y déroge. Et même si je dois, sacrifier des choses, tu vois? Tu ne m'achèteras pas, tu pourras me donner, plein d'argent, je te tournerai pas le dos pour n'importe quelle somme d'argent. Je suis extrêmement loyal et bon, Fernand est pire que moi et c'est pour ça qu'on s'entend si bien, c'est que, hem, on s'est toujours dit l'un l'autre, on a tellement de loyauté l'un envers l'autre que personne ne pourra nous monter l'un contre l'autre parce qu'on sait exactement ce qu'on pense l'un de l'autre. Et je sais que si demain tu viens me dire: «Hey, il paraît que Fernand, il a dit que tu étais, machin, machin», je te croirai même pas. Parce que je sais que ce sera faux. Et donc si tu veux, cette loyauté, c'est vraiment une valeur dont je suis fier parce que, je sais que les gens peuvent vraiment compter sur moi. Je suis quelqu'un d'archi fiable. Et ça, c'est des valeurs qui se perdent aujourd'hui, j'ai l'impression et moi, je suis fier de cette valeur. Voilà. Ça, c'est une de mes fiertés. Ouais, j'ai beaucoup de défauts, hein, mais c'est une valeur que j'ai Yes, et voilà, j'en suis fier. yes. Benjamin, est-ce que tu aurais 3 bouquins à nous recommander? À part le bouquin de Fernand que j'ai commencé à lire là. Ah, le titre, ah yes, ça m'échappe. Pourtant, j'ai commencé à lire. Attends, je check ça. Training Camp. Training Camp, donc Training Camp, ouais, c'est ce que je t'ai que dit. je recommande fortement. Là, je viens de commencer et puis, ça castagne déjà dès les premières pages, donc on va mettre le lien en description. Et toi, tu aurais des trucs comme ça, 2 ou 3 bouquins à recommander peut-être? Hem,
C'est open bar, hein, même si c'est dans, le métier, dans le sport donc Bah, je dans le sport, je ne vais pas me prononcer parce que je pense que c'est très personnel. Chacun a ses affinités, dans des bouquins du sport, chacun a plutôt ses maîtres spirituels, donc a ses voies différentes, bon, donc forcément, hem, c'est pas, c'est peut-être pas assez objectif. Moi, j'aime bien j'aime bien me dire que, ça peut être des polars aussi, hein, donc on est ouvert, on prend tout. moi, je sais que un bouquin qui m'avait marqué à l'époque quand j'étais jeune, c'était «L'Alchimiste» de Paulo Coelho parce que Ah ouais, c'est finalement. revenu au moins 3 fois sur ce podcast, l'alchimiste. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en vrai, l'histoire, elle est géniale. La morale de cette histoire est super. Le gars, il passe sa vie à voyager, à faire le tour du monde pour chercher quelque chose et puis, en fait, à la fin, enfin, tu te rends compte que finalement c'était sous ses pieds, quoi. Tu vois? Et je trouve que c'est souvent ça, tu passes ta vie à chercher quelque chose, mais est-ce que vraiment tu regardes vraiment à côté de toi ce qui se passe et ce qu'il y a? Et souvent le bonheur est juste à côté et on est toujours en train de le regarder, d'aller le chercher, un peu partout. Voilà, et le bonheur est souvent à côté, donc ouvrez grand vos yeux et n'allez pas forcément chercher loin, le bonheur n'est pas loin et voilà. Ça, c'est vraiment un bouquin qui m'a bien marqué et qui m'a toujours plu. Moi, j'ai Voilà. toujours une anecdote avec ce bouquin-là, l'alchimiste, mon amie, Cindy qui me l'avait offert pour la première fois. En tout cas qui me l'avait offert et elle, quand elle a lu ce bouquin, bah, elle a quitté son copain, elle a laissé sa maison et elle a pris, le premier avion et elle est partie à l'autre bout du monde, quoi. Donc moi, je dis à chaque fois, «C'est un bouquin intéressant, mais attention, ça peut être dangereux». Mais c'est quoi la fin de son histoire finalement? Elle est revenue ou elle est restée à l'autre bout du monde Non, elle est et partie, elle est devenue, comment on les appelle, les hôtesses de l'air là, elle est devenue hôtesse de l'air. Elle a fait plein d'expériences en Asie et puis, c'est quand elle a changé complètement de vie, en fait. Bah, pas que son copain c'était un enfoiré, mais juste qu'elle elle a découvert qu'elle était pas à sa place et que, beh, elle vivait sa vie par procuration. De l'extérieur, ça peut choquer, les gens, mais pour elle, beh, elle sentait qu'elle se réalisait, quoi. Donc mais je le dis quand même par défaut que: «Oh, attention, lis-le, mais ça peut être, opération coup de poing, quoi». je comprends, je comprends, je comprends. Ouais, Yes, tu ouais. auras encore, 1 ou 2 bouquins là à nous pousser? Hem, qu'est-ce que j'ai lu qui m'aurait marqué, à te pousser comme ça? Hem, C'est déjà pas mal ce qu'on a donc je vais trouver si je réfléchis. J'avoue que, yes, il y a pas de souci. ces derniers temps, j'ai plus lu, des bouquins de sport et des manuels sur les masters de trucs et bidules et training camp, bien sûr. Mais, Ah, tu suis des mots, quoi? C'est quoi sur masterclass.com? non, enfin non, là, actuellement, je suis sur mon master 2, donc du coup, Ah, pour c'est le master, OK, OK, d'accord. c'est plutôt des bouquins, sur la prépa, sur la performance, sur des choses comme ça. Voilà, j'ai lu, beaucoup, les Harry Kéber parce que ça m'a détendu pendant les vacances, tu vois? Donc Mmh. bon, bah, comme tout le monde, j'ai lu l'affaire Harry Kéber, voilà, Affaire de Ekeber. On de va Dickens. mettre les liens en description. Dickens. Voilà, donc ça c'est un petit roman qui se laisse lire sur une affaire de meurtre. Yes, on va mettre tout ça en description. Benjamin, est-ce que tu aurais un dernier mot pour, cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer? Bah, moi, j'ai envie de dire, qu'aujourd'hui, il faut croire en soi, il faut croire en ses projets, il faut se donner les moyens de ses projets, il faut se donner les moyens de les réussir, mais que, avec beaucoup de persévérance, d'abnégation et de confiance en soi, on y arrive. On y arrive parce que, j'étais pas prédestiné dans le sport. J'avais rien de particulier dans le sport. J'ai été beaucoup pour le début assez autodidacte et finalement, voilà où je suis aujourd'hui, hem, juste par le fruit de mon travail et de ma persévérance. J'ai su rester à ma place. J'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Je suis reparti de 0. J'ai regravi les échelons un par un avec beaucoup d'humilité et je pense que voilà, c'est les valeurs qu'il faut qu'on transmette à nos enfants, à la future génération et croire en soi et avancer,
et c'est jamais perdu. Même quand ça marche pas, c'est pas perdu. C'est que de la bonne expérience qui servira pour autre chose. C'est, tu vois, je fais une toute petite parenthèse. Mmh. Dans mon parcours, à un moment donné, je me suis lancé dans la restauration Ah ouais, c'est truc et je me suis lancé dans la restauration, je me suis associé avec une personne, c'est dur ça. on a eu plusieurs restaurants et en fait, aujourd'hui, je peux te dire que S bon, ça m'a excité au début, ça m'a plu au début parce qu'il y a l'effet nouveau, mais aujourd'hui, avec du recul, j'ai appris beaucoup. J'ai pris beaucoup d'expérience sur le management, beaucoup d'expérience en gestion, beaucoup d'expérience heu, sur vraiment beaucoup d'aspects, qui sont autour du business, du commerce, mais là, en même temps, autrement, avec des gestions de planning, avec, des amplitudes horaires, le midi, le soir, avec, hem comment gérer, du périssable, des stocks de périssables, comment faire, des plannings des machins, comment, bref, ça a duré 2 ans. Ça a pas été pour moi un très bon souvenir, ça a pas été une bonne expérience, mais j'ai appris beaucoup de choses et donc je regrette pas parce que ça m'a donné quand même une expérience, ça a renforcé des compétences, ça m'a donné de nouvelles compétences et de nouvelles choses. Donc voilà, si tu veux, c'est ça en fait, c'est se dire que rien n'est perdu. Il y a pas d'expérience perdue, même si ça a pas abouti, même si j'ai pas réussi dans la restauration, heu, j'ai, appris beaucoup et ça m'a, ça m'a aidé, ça aide, voilà. Nice. Où est-ce qu'on te contacte, Benjamin? Heu, Bah, comme tu l'as fait, LinkedIn, Instagram, voilà. C'est je suis moins sur Facebook, mais Instagram, LinkedIn, ça marche bien. De toutes les façons, personne n'est plus sur Facebook donc Donc voilà, ça va. Écoute Benjamin, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Pour moi, un débrouillard, attention, c'est d'abord avant tout une personne très honnête. Faut pas confondre. Être débrouillard, c'est être honnête, mais c'est, c'est avoir confiance en soi, c'est ce que je disais et c'est ne quand on veut aller quelque part, il faut pas s'arrêter au premier obstacle, il faut continuer. Donc quand je dis débrouillard, ça veut tout dire. Débrouillard, ça veut dire savoir enfoncer quelques portes quand il faut les enfoncer, ça veut dire avoir, le culot d'aller, contacter certaines personnes, même si des fois on a un peu peur, on est un peu timide, il faut y aller. C'est, si on nous dit non, bah, persévérer si c'est vraiment notre choix. C'est, trouver, des façons pour pouvoir rentrer en contact avec, telle ou telle personne si on estime que c'est cette personne-là qui peut nous aider à faire ce qu'on veut. Voilà, comme je le disais, moi j'étais pas prédestiné dans le sport et regarde où je suis aujourd'hui parce que, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes, mais les bonnes personnes, elles étaient pas forcément, à côté de chez moi ou on me les a pas présentées. J'ai été les chercher, j'ai fait, 1 heure de voiture pour aller les voir, 3 fois par semaine et ainsi de suite quoi. Voilà, il faut, se donner les moyens de réaliser ses rêves et ensuite persévérer et donc le mot débrouillard, ça veut dire que il faut, heu, il faut savoir rebondir et il faut savoir, toujours, même si des fois on doit emprunter un petit sentier sur le côté, on ne sort pas de la route parce que comme je l'ai dit, il faut rester quelqu'un d'honnête. Mais par contre, des fois on passe par le sentier, on repasse par la route, on repasse par là, on repasse par là, on se débrouille pour trouver les petits chemins, on se faufile, mais on y arrive, on avance. Voilà, être débrouillard, c'est ça et c'est avoir confiance en soi et puis avancer. Écoute Benjamin, je te re moi j'ai passé un super moment, hein, franchement, j'ai même En fait, pas c'est vu le passé temps tellement vite, passer. hein, tu vois? Je t'avais dit au début, je pourrais pas te donner 2 heures, c'est pas possible, et finalement, on a presque fait 2 heures Je et te voilà. Et moi je te ça a été vraiment agréable, même si mon téléphone a sonné, 10 fois, j'ai pas, pour autant, été, stressé de ce temps-là, au contraire que j'ai passé avec toi, c'était agréable, j'ai beaucoup, beaucoup parlé, j'en suis désolé, mais c'était, Non, c'est ce qu'on veut. Nous sommes tous des éponges, moi en premier et ensuite les auditeurs. Donc je te remercie pour ça, pour, ta bienveillance, ta gentillesse, parce que tu as partagé plein de choses, plein de pépites, tes valeurs, le courage, la loyauté surtout et franchement merci, merci beaucoup. écoute, merci à toi Guy, je souhaite, longue vie à ton podcast, une grosse réussite, plein de bonnes choses, tu le mérites aussi, tu es un travailleur. Merci pour ta sollicitation, pour ta bienveillance, pour ta gentillesse, pour ton professionnalisme et donc je te souhaite, vraiment tout le meilleur. Merci.
À très vite.